j'ai un peu coutume maintenant de sillonner un peu Toulouse dans différents endroits hein, pour présenter en particulier Montaigne. En particulier, ça a été le cas d'ailleurs dans un endroit que connaît bien M. Lowen, à Tournefeuille il y a 2 mois, enfin, à l'Académie il y a quelques temps, enfin, etc. Autrement dit, il m'est très agréable de quitter un peu les bancs de l'université et les endroits un peu académiques pour essayer de discuter un peu avec le public et, disons, de vulgariser au sens humaniste du terme ces écrivains. Alors, il n'y aurait pas que celui-là, on pourrait causer de la Boétie aussi, il y a qui dit l'un dit l'autre, mais ça sera peut-être pour une autre fois. Bon, alors j'ai proposé pour titre, en fait, un titre un peu semblable à celui que j'ai présenté dans un lieu très prestigieux au Collège de France. Je suis professeur donc en littérature française. Professeur, ça veut dire tout simplement à la fac que l'on peut encadrer des textes. Voilà, ça veut dire ça. Donc, on a un rôle, disons, d'impulsion et d'encadrement important. Donc, je m'occupe en particulier de la Renaissance, un peu de théorie littéraire aussi. Et donc, ce titre-là, c'est celui que j'avais donné à Antoine Compagnon, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure avec l'un d'entre vous, qui vient d'être nommé à l'Académie française, au Collège de France, un jour où il avait voulu faire, en 2018, une sorte de tour d'horizon des nouveautés, paraît-il, dans l'histoire littéraire. Bon, néanmoins, ce n'est pas du tout la même orientation, ni les mêmes parties que je vais proposer. J'ai un peu amplifié, en fait, mon propos, qui à l'époque était assez bref. Ici, j'ai un peu plus de temps et c'est bien agréable. Et en accord avec Éric Lowen, je vais essayer d'inscrire mon thème autant que possible dans ce que j'ai appelé, à tort ou raison, et peut-être faute de mieux, le moment Renaissance. Par-delà l'extraordinaire fortune dont elle a joui dans la culture européenne, ce dont on pourra reparler, si vous voulez, lors de la discussion, et la ferveur qu'elle rencontre auprès du lectorat encore aujourd'hui, hein, les montaigniste, justement, on rencontre un certain succès. Enfin, tout est relatif, évidemment, mais enfin, tout de même, l'œuvre de Montaigne peut apparaître, en effet, comme révélatrice de la période dans laquelle elle s'inscrit, mais sous un angle problématique. Le moment en question constitue en effet une rupture. C'est Michel Foucault qui avait été l'un des premiers dans la philosophie française, via son concept épistémé, à le formaliser, disons, et à le mettre en évidence. Alors, donc, c'est moins une question de périodisation qui m'intéresse que des questions de scansion, si vous voulez, propres à l'histoire des idées et des mentalités. Parce que, là, par exemple, la Renaissance est contestée aujourd'hui comme une catégorie historiographique, hein, voire un récent livre de Jean-Marie Le Gall. Je rappellerai juste simplement que l'époque s'est elle-même pensée comme une rupture, de l'humanisme italien à l'étude des lettres de Guillaume Budet, comme à la fameuse missive de Gargantua à Pantagruel, qui constitue une sorte de chant triomphal de la Renaissance, dit-on parfois, mais qui déjà fait rupture, et l'œuvre de Rabelais est là pour en témoigner dès les années 30-40, avec un premier humanisme, même français, il y a plusieurs humanismes à ce titre, que d'une certaine façon, la période ultérieure va radicaliser. Parce que Montaigne qui ne cesse de thématiser la nouveauté de son entreprise, l'essai et les essais, apparaît au bout de la période finalement de l'ensemble de la Renaissance européenne, soit entre 1571 et 1592, date de sa mort, comme un de ceux qui passent toute une culture finalement antérieure au crible sous l'angle, dirais-je, de la crise. Et on va le voir en particulier dès un premier temps que j'ai intitulé La culture classique et les autorités à l'essai, donc la crise des autorités. Je passerai ensuite à quelque chose davantage lié au projet en rapport avec l'écriture de soi. Le registre de durée, c'est une citation assez tardive, on y reviendra sur cette question de durée et de temporalité dans les essais, donc des essais eux-mêmes, et on parlera beaucoup de l'immanence. Le troisième temps élargira la perspective du sujet à l'homme, justement, dont il est question, selon un principe assez particulier qui est celui justement de l'essai. La formule que vous avez là est empruntée à Maurice Merleau-Ponty, décrire l'homme comme problème, j'y reviendrai. Et on terminera, puisque c'était un peu ce qu'on voulait faire ici, par des considérations qui lieront, disons, scepticisme et vérité. Vous verrez aussi, autant que possible, littérature à philosophie. Voilà. Bon. Donc, je commence par mon premier temps. Hein, j'y reviendrai, si vous voulez, à ce plan au fur et à mesure. Et on commence donc par cette citation qui est tirée d'un chapitre. Alors, d'ores et déjà, je ne parlerai pas trop des questions de texte, mais peut-être que je les effleurerai.
Néanmoins, elles sont extrêmement importantes, ne serait-ce que parce que ce que vous avez là à gauche comme extrait, un feuillet, c'est une page de l'exemplaire de Bordeaux, on l'appelle ainsi. Autrement dit, la dernière mouture, si vous voulez, des essais contrôlés par la main de Montaigne. Et ce qu'on a en marge là tout autour, c'est la main de Montaigne, c'est son écriture manuscrite. C'est un unicum, hein, un exemplaire unique. Il y en a peut-être eu deux d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, il n'en reste plus qu'un, qui est conservé à la Mériadeck à Bordeaux et qui est en passe d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, étant donné que on a, grâce à cela, si vous voulez, une trace explicite de la manière dont peut-être Montaigne a travaillé dès le début de son entreprise, dans la mesure où ces traces manuscrites ou ces caractères manuscrits sont contemporains d'une période qui va de 1588 à 1592, date de sa mort. En fait, il n'a pas eu le temps de terminer une copie destinée au futur éditeur. Il était en chemin, finalement, vers une 5e ou 6e édition des essais. Autrement dit, voilà une œuvre, on le voit, qui inscrit la durée dans l'espace textuel. Hein, très, très nettement, bon, ça, je vais y revenir plus en détail tout à l'heure, mais enfin, bon, rien qu'un aperçu de cette page nous permet de le voir. Enfin, en attendant, c'est un chapitre qui s'appelle « De trois commerces hein, », qui parle des relations qu'on peut avoir dans le monde avec les femmes et les livres en particulier. Mais justement, voilà comment Montaigne décrit comment dirais-je, son itinéraire, hein, son vagabondage dans sa librairie ou sa bibliothèque. Vous avez d'ailleurs le château de Montaigne à droite et une reconstitution en 3 dimensions de la fameuse bibliothèque ou librairie. Là, je feuillette à cette heure un livre, à cette heure un autre, sans ordre et sans dessin, à pièces décousues. Tantôt je rêve, tantôt j'enregistre et dicte en me promenant. Mes songes que voici, on notera donc que le résultat, ce sont des songes. Hein. On garde le mot en tête pour l'heure, pour nous attarder pour l'instant sur justement cette espèce d'allure un peu capricante, disons, prime sautière, que Montaigne décrit lorsqu'il parle justement de sa lecture comme une flânerie, et on se doute bien que l'écriture qui en résulte ne doit guère manquer guère avoir d'assises également. En fait, là où les premiers humanistes, tout premiers humanistes italiens, donc du coup, soit très rapidement formulés, Pic de la Mirandole, Jean Pic de la Mirandole, il y a un Jean-François aussi qui est son neveu, peut-être que j'en dirai un mot tout à l'heure, mais le plus célèbre c'est lui, c'est presque une figure d'Épinal aujourd'hui, celui qui savait tout, et à sa suite Marcille Ficin, qui est le fondateur de l'Académie à Florence au XVe siècle, et qui est le grand relecteur du platonisme antique accommodé au christianisme, selon un mécanisme de transfert ou de transposition des cultures et d'articulation justement un peu syncrétique des cultures entre elles, qui veut que finalement, eh bien, on se ressaisisse des coordonnées antiques, là en l'occurrence pour Ficin le platonisme, et on les accommode, si je puis dire, à l'atmosphère et à la culture chrétienne. Il y a donc chez ces premiers humanistes un rêve de synthèse en réalité, un rêve de synthèse. Eh bien, loin de faire cela, Montaigne accuse lui les disparates, en faisant de ses essais le fruit d'un papillonnage, il parle de pillotage personnel, d'un bricolage, ou alors, pour prendre une autre expression, d'une marqueterie mal jointe, ou d'un fagotage, c'est-à-dire un ensemble de pièces et de morceaux plus ou moins bien liés, comme un fagot de bois en réalité. Il y a des pièces, ils sont reliés, mais pas très très bien. Par là, en réalité, se trouve consacrée la faillite de l'encyclopédisme, cette espèce de volonté justement de faire une synthèse des cultures qu'avaient caressé les humanistes au moins jusqu'à Érasme, hein, tout le moins, dans cette première grande période qui va de la fin du XIVe siècle à peu près à l'affaire des placards aux années 1530, grosso modo dans toute l'Europe, période relativement euphorique, avant les crispations liées aux crises religieuses, aux crises de confession religieuse, dont Montaigne est l'exact contemporain. Alors, ce qui va se trouver problématisé mutatis mutandis, ce sont les modalités traditionnelles de l'écriture humaniste qui prévaut à cette époque-là. Par exemple, la citation, déjà pour commencer, qui traditionnellement, selon la rhétorique, si vous voulez, en particulier,
et parole d'autorité. Elle est là pour appuyer finalement l'argument. Et comme elle est empruntée à des sources prestigieuses, eh bien, elle apparaît comme quelque chose qui doit grandir et donner une légitimité au discours. Alors, les essais, de ce point de vue-là, c'est précisément Compagnon qui avait été un des premiers à mettre l'accent là-dessus, dans un de ses premiers livres, qui s'appelle La seconde main, ou le travail de la citation, appartiennent à une époque un peu transitoire dans l'histoire de la citation. Ou l'histoire, je dirais, du déjà dit, plus exactement, dans cette époque où on ne parle pas tout seul, où l'imitatio est une sorte de base fondamentale, si vous voulez, de la poétique, comme de l'art, du reste. En ce temps-là, on parle avec les mots d'autrui. Bon. Chez les premiers humanistes, on désigne très nettement la citation et la source. Plus tard, on a la bruyère là-bas, il sera bon d'avoir la même culture, mais de ne pas le dire. Autrement dit, cette espèce de référenciation, si vous voulez, va disparaître à l'âge classique parce que ça sentira un peu son pédant. Montaigne, matériellement parlant, est situé très exactement entre deux. Vous voyez, par exemple, on va revenir sur ça tout à l'heure, mais entre deux parce qu'il demande très nettement à ses éditeurs successifs de mettre en évidence les citations. Donc, elles apparaissent souvent en italique, comme là, toujours même, en italique. Donc, elles sont nettement démarquées de son propos en prose et en caractères normaux, si l'on veut. Mais il va les travailler d'une certaine manière, d'une certaine façon. Alors, c'est justement ce que j'entends vous dire ici. On a pu apparenter les essais, de ce point de vue-là, à un genre très caractéristique de la période qu'on appelle les florilèges. Qu'est-ce qui s'était passé finalement? Dans la continuité de ce rêve un peu encyclopédique, les humanistes s'étaient lancés souvent dans une sorte d'entreprise personnelle de recollection de leur bibliothèque. Ça va évidemment, ça va de pair justement avec ce que permet désormais l'imprimerie, c'est-à-dire d'avoir des livres en sa possession, comme nous un petit peu, mais évidemment il y a moins de lecteurs, mais enfin tout de même, c'est-à-dire utilisables, disponibles, dans lesquels on va pouvoir annoter en marge. On trouve encore des marginalia d'époque, la preuve, Montaigne, et puis il y en a bien d'autres. Et puis à partir de ça, on va se mettre à faire des compilations, c'est-à-dire en quelque sorte reclasser cette bibliothèque immense selon des entrées. L'œuvre, sans doute, le best-seller en la matière européen, ce sont les adages d'Érasme, qui plus est qu'Érasme ne cesse d'augmenter au fil des éditions, au gré finalement de ses lectures. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, dans cette pratique, je reviendrai après à Montaigne pour voir ce qu'il en fait, lui, exactement. Dans cette pratique, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, eh bien, il s'agit de reclasser ce patrimoine selon des directions un peu personnelles. En fait, il s'agit d'y voir clair, un petit peu, de débroussailler le terrain, si l'on peut dire. Il faut se mettre un peu à la place de ces gens qui sont héritiers d'une culture chrétienne millénaire et qui voient d'un seul coup alors ressurgir, suite notamment à l'afflux des manuscrits venus de l'Orient grec, suite à la prise de Constantinople par Venise, des tas de corpus soit inconnus, soit corrigeant ceux qui étaient connus, c'est particulièrement vrai pour la Bible, et qui du coup eh bien, sont un peu étourdis par cette masse de culture. Si on ajoute à ça, ça c'était dans le temps, dans l'espace, les découvertes des peuples lointains avec des cultures parfois totalement antagonistes des nôtres, on y reviendra, de la nôtre, eh bien, il y a de quoi donner le vertige. Alors justement, cette espèce de réflexe de copiste, une sorte de Bouvard et Pécuchet, mais pris à prendre très très au sérieux, si vous voulez, c'est une volonté finalement de reclasser, encore une fois, cette bibliothèque. Au sein de cette pratique, la citation, forcément, occupe un rôle majeur. Par exemple, dans les adages, Érasme commence parfois, les chapeaux sont des citations. Festina lente, hâte-toi lentement. Et puis alors là, on a tout un développement pris un peu partout qui a plus ou moins rapport avec le thème dans toute la culture et toute sa librairie à lui. Ou alors le fameux « connais-toi toi-même », Gnotis eton, de la tradition grecque, qui donne lieu également à un développement dans les adages. Bon. Montaigne se rapporte très explicitement à cette pratique. Il parle par exemple des pastissages de lieux communs
et d'ailleurs dans un chapitre assez tardif. Les chapitres tardifs sont ceux du livre 3, plus tôt, avec des additions aux deux premiers. Je reviendrai sur l'histoire du texte tout à l'heure. Enfin, ce qu'on a là, en tout cas, c'est le chapitre 3 du livre 3, c'est-à-dire un livre qui paraît dans une édition de 1588, soit pratiquement 8 ans après la première. 8 ans après la première exactement. Bon, enfin, n'empêche que l'on va voir que sa manière de traiter ça va consister finalement à projeter une sorte de dénonciation personnelle et de manière même personnelle au sein de cet inventaire, à le subjectiviser en quelque sorte. Bon. Alors, va de pair avec cette pratique de la citation un autre trait de l'écriture humaniste qui est le commentaire. Ça, c'est très, très important. C'est même une pratique qui n'est pas seulement propre, d'ailleurs, à cette époque-là, parce que les humanistes l'héritent en fait du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on commente. On commente les textes de droit, on commente les textes des poètes, et on commente évidemment la Bible depuis bien longtemps, selon en particulier les fameux 4 sens de l'écriture que le père Henri de Lubac a examiné, sur laquelle il a fait une somme majeure, c'est-à-dire selon une sorte de lecture verticale de la Bible, qui veut que finalement on passe d'un sens superficiel à un sens beaucoup plus métaphysique, transcendantal, etc. Bon. Sur ce modèle, on lit un peu comme ça les poètes et les fables de l'Antiquité païenne, dans un effort aussi qui consiste quand même à les accommoder au christianisme. Et puis, on lit aussi les textes de droit romain depuis assez longtemps, parce que le problème qui se pose dans le droit romain dès la période médiévale, c'est que certaines clauses issues de Justinien et des Institutes ne sont pas totalement conformes au message de Dieu, notamment ce qui en fera la nature. Par exemple, dans les fictions juridiques, on pourra en parler très précisément si vous voulez. Enfin, en attendant, le commentaire est là aussi une sorte de pratique qui consiste à s'attirer une culture pour se l'accommoder, en quelque sorte. Voilà. Bon. Il va de soi que les développements peuvent être parfois libres. Et vous savez que les commentaires avaient pris la forme, justement, si on regarde cette page de Montaigne, c'est assez intéressant, avaient pris la forme finalement d'une sorte d'encadrement en réalité. C'est-à-dire qu'il y avait le texte premier et les commentaires des pères de l'Église ou des commentateurs des poètes venaient en quelque sorte sertir le texte principal, au point que les humanistes ressentent ça comme quelque chose d'un peu lourd. Le petit Pantagruel, dans le Pantagruel, va faire le tour de France au début du roman de Rabelais, passe par Toulouse, puis s'en va à Bourges, c'est la grande faculté de loi du royaume à l'époque. Et puis là, il dit qu'il a vu le livre des Pandectes, qui est un autre livre de droit romain. Il a trouvé que c'était un livre d'or, mais brodé de merde. C'est le mot de Rabelais même. Bon, justement, Montaigne, bizarrement, si vous voulez, il s'inscrit dans cette perspective un peu critique sur le commentaire, mais en même temps, il fait lui-même, il s'empare de ce réflexe de commentateur avec cette singularité tout à fait remarquable que l'on voit dès lors là, pour modifier en profondeur le genre du commentaire, rien de mieux que de se commenter soi-même. C'est-à-dire que parti du commentaire des autres, petit à petit, il va commenter ses propres textes. La page prend l'allure de celle qu'elle pouvait avoir chez les pères de l'Église, mais dans une toute autre perspective. Bon, enfin bref. Là encore, si vous voulez, c'est une sorte de manière personnelle qui s'immisce, qui se glisse dans une pratique assez officielle, assez normée, si l'on veut, qui est celle du commentaire, parce que finalement, il ressent les textes comme ouverts à l'interprétation. Ce n'est pas que les autres ne ressentaient pas cela ainsi, mais il y avait une espèce de grille programmée, comme je vous l'ai dit, selon une sorte de lecture paradigmatique, verticale finalement, sur le modèle de l'allégorèse biblique, on l'appelle comme ça. Alors, il écrit, par exemple, « J'ai lu en titre livre 100 choses que le tel n'y a pas lu, plus tard il y en a lu 100, outre au-delà ce que j'y ai su lire, et à l'aventure, outre que ce que l'auteur y avait mis. » On dit parfois d'ailleurs que Montaigne inaugure la théorie moderne, vous voyez, de la littérature, qui veut que le lecteur, finalement, soit presque supérieur à l'auteur et détermine de lui-même le sens, venant combler les blancs, en quelque sorte, du texte 1. Bon, donc, ça signifie quoi? Ça signifie que dans sa conscience, les textes du passé ne renferment pas un sens stable ni définitif et que le commentaire va être un peu à bâton rompu, là aussi, et va structurer en profondeur la poétique de l'essai. Car, en réalité,
ce modèle vraiment formel, hein, générique, de l'inventaire ou de la compilation, avec un chapeau thématique, et puis après des citations et du commentaire, c'est un peu l'écriture des essais. Au moins, à tout le moins, des premiers chapitres, c'est-à-dire des chapitres écrits juste entre 71 et 80, et qui vont paraître dans les 2 premiers livres à Bordeaux en 1580. Bon. Sauf que quelque chose se glisse dans l'armature, hein, qui modifie les soubassements, si j'ose dire, de ce genre qui était un genre assez neutre, assez objectif, assez comment dire, désubjectivisé. On va le voir sur pièce. On ne peut pas dire de ce point de vue-là que Montaigne, si vous voulez, fait des leçons. Bien au contraire, loin de donner des leçons, il accuse des problèmes. Bon, sur les poutres de notre fameuse bibliothèque, librairie, hein, il fait, lors de sa retraite, hein, vers 71-72, sur celle-ci on reviendra aussi, il fait graver toute une série d'inscriptions qui appartiennent ou à la culture antique ou à la culture chrétienne. C'est ce qui entoure finalement, c'est une sorte de studiolo, si vous voulez, à la manière italienne, mais beaucoup plus lettré, hein, d'une certaine façon, avec moins d'œuvres d'art et surtout des inscriptions. Donc tout ça, ça l'environne, hein, lorsqu'il écrit. Et parmi ces formules, on en trouve 2 que j'ai isolées là. Il y en a une, j'ai carrément trouvé la photo qui la représente, Homo sum me nihil alienum puto, on la connaît bien, ça vient du début d'une pièce de Terence, hein, l'auteur comique. Je suis homme, je pense que rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Évidemment, ça deviendra un des mots d'ordre de l'humanisme historique, hein, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment on passe, ce n'est pas toujours le cas, hein, toutes les sentences de la librairie ne se retrouvent pas dans les essais qu'il est en train d'écrire. Il y en a certaines. Et justement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, introduites dans le livre, elles tendent à se soustraire à leur sens premier, à être en quelque sorte affranchies de la première signification. Encore une fois, on accuse des problèmes bien plus qu'on donne des solutions. Dans le chapitre de l'ivrognerie, c'est ce que vous avez juste après la citation de Terence, on trouve ceci. Il pâlit à la peur, il rougit à la honte, il se plaint à l'estrait lorsqu'il y a une atteinte d'une verte colique, sinon d'une voix désespérée et éclatante, au moins d'une voix cassée et enrouée, humaniae nihil alienum putet. Vous voyez que ce n'est pas la même formule, hein. Là, il y a une sorte de modification interne de la citation qui permet de greffer celle-ci sur le premier propos, puisque en fait, ça signifie qu'il pense que rien humain ne m'est étranger. Il y a une modification pronominale, mais la citation n'est pas tout à fait respectée. Là, c'est sur le plan plutôt formel. Vous allez voir sur le plan intellectuel maintenant, un deuxième exemple, d'autant plus intéressant que cette fois, ça ne vient pas d'un texte poétique, mais d'un texte philosophique, en l'occurrence Épictète, stoïcien, donc, hein, j'ai pris dans une compilation déjà de Jean Stobé. Hein. Enfin, en attendant, qui dit ceci, hein, d'après la formule grecque, tarasei tous anthropous, etc., ce qui tourmente les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les idées qu'ils se font des choses. C'est un lieu commun, en fait, du stoïcisme. Eh bien, un chapitre du livre 1, 14e, s'ouvre comme ceci. Les hommes, dit une sentence grecque ancienne, sont tourmentés par les opinions qu'ils sont des choses, non par les choses mêmes. Il y aurait un grand point gagné pour le soulagement de nos misérables conditions humaines si on pouvait établir cette proposition vraie tout partout. Donc la voilà finalement prise en défaut, ou plus exactement relativisée. Bon, en fait, finalement, les essais accusent, là encore, si vous voulez, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'ils sont à la fois une œuvre de leur temps, dont ils portent certains traits à leur point limite ou incandescent. En fait, c'est un peu ça l'idée. Bon, finalement, les humanistes avaient reçu les corpus anciens, pas toujours en l'état. Ils étaient souvent morcelés, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, justement, on recevait, par exemple, de l'Orient grec, des manuscrits, hein, d'Aristote par exemple, hein, mais sous forme d'œuvres particulières, si bien que ce n'était pas forcément un corpus entier. Première chose. Deuxième chose encore plus importante, en vertu de ce reclassement d'inventaire, on s'était mis à les classer déjà, c'est-à-dire à les soustraire
à leur ordre finalement systématique, à leur logique systématique. Montaigne va encore plus loin. Là, il prend une citation d'Épictète qui s'inscrivait au départ dans un texte suivi, que Stobé avait, disons, délimité et prélevé, et il en fait tout autre chose, c'est-à-dire que la citation elle-même avait potentiellement une forme de plasticité que les essais vont accentuer. De la sorte, en réalité, Étienne Pasquier, qui est un contemporain de Montaigne, bon, qui le qualifie de Sénèque français, a raison et tort. C'est-à-dire que Sénèque est bien une autorité majeure dans le sillage d'Épictète, en particulier de la première version des essais, mais à distance critique, si je puis dire, hein, à distance critique, puisque les formules de Sénèque, comme les autres, sont, je reprends une expression des essais, des échantillons des prix de leurs pièces, hein, très exactement, qui sont donc propres à prendre des lustres inédits et imprévus. Déclaration donc d'indépendance par définition, hein, par rapport aux autorités, que l'on va retrouver dans quelque chose de très très connu. Hein. Il m'est arrivé d'en parler aux élèves de Fermat il y a quelques années aussi, hein, parce qu'ils avaient l'éducation, je crois, au programme, notre fameux chapitre sur l'institution des enfants, chapitre 26 du livre 1. Et on connaît cette formule, d'ailleurs, on voit que Montaigne est lui-même amateur de sentence, et il sait en écrire, qui suit un autre, il ne suit rien, il ne trouve rien, voire il ne cherche rien. En fait, c'est quelque chose qui est un peu calqué de Sénèque, bon, qui francise, hein, Montaigne lui-même. Enfin, en attendant, voilà une vigoureuse déclaration d'autonomie dans ce chapitre, hein, qui trouve son pendant sur le plan justement du contenu du chapitre, dans ce qui est requis du jeune élève que présente le chapitre en question. Alors, l'éducation est évidemment une des lignes de force de l'humanisme. On ne naît pas homme, on le devient. Homines non nascuntur, sen finguntur, formule de Pie que l'on retrouve chez Erasme, et qui est plus intéressante finalement en latin que dans la traduction un peu, disons, plate qu'on en donne. Homines non nascuntur, les hommes c'est du passif, ne sont pas nés, on ne naît pas homme, sen finguntur, mais on se forge. Il y a l'idée finalement d'une manière de se fabriquer ou de se forger comme on forgerait une œuvre d'art. Et d'ailleurs, l'une des formules majeures dans le discours sur la dignité de l'homme de Pic de la Mirandole, que vous trouvez en épigraphe, par exemple, de l'œuvre noire de Marguerite Yourcenar, de la première partie, c'est le moment où Pic imagine que Dieu s'est adressé ainsi à Adam. « Je t'ai mis au milieu du monde pour que tu forges ta propre nature, de même qu'un sculpteur ou un poète. » Bon. Il y a donc cette idée, finalement, que bien, on est toujours en formation, d'où l'importance philosophique, si vous voulez, que prend forcément l'éducation là-dedans, et il s'en suivra toute une série de traités. Chacun y va un peu de sa musique, hein. Rabelais dans la fiction gargantuine, mais également un nommé Juan Luis Vives en Espagne, qui est un lecteur d'Erasme, qui lui-même ira de sa petite note. Bon, bref. Là-dessus, les jésuites viendront apporter leur pierre à l'édifice dans les pays catholiques. Bref, l'éducation est un thème majeur. Alors justement, l'éducation chez Montaigne est en particulier traitée dans le chapitre 26 du livre 1, mais aussi dans le précédent, qui forme un peu son introduction critique, si j'ose dire, qui s'intitule « Du pédantisme » et qui est une vaste charge contre le savoir pédantesque, c'est-à-dire déjà contre un humanisme antérieur qui faisait un peu trop étalage finalement de sa culture. Du Bellay, en 1555, avait lui-même dit qu'il détestait ou haïssait le savoir pédantesque, et Montaigne de finalement critiquer ce premier humanisme un peu psittaciste, un peu perroquet, hein, non sans montrer, là encore, sa situation de tension assez problématique. Regardez cet étonnant passage. Hein. Donc, vous avez là l'exemplaire de Bordeaux et puis après sa transcription. Alors, l'édition que je prends, ce n'est pas celle qui se trouve là-bas, même si c'est celle-là qu'on prend désormais avec les étudiants, elle est très bonne. Hein. C'est celle d'André Tournon à l'Imprimerie nationale. Pour les histoires de texte, je vous expliquerai tout à l'heure, mais disons que ce qui est invisible dans l'édition Folio, c'est les couches de composition. Plus exactement, ce que va vous représenter Folio à partir de cette page, ça va être en caractère normal tout ce qui est imprimé et en caractère italique tout ce qui est manuscrit. Mais le problème, c'est que cet imprimé
Eh bien, c'est un imprimé de 88 que Montaigne donc, a truffé de corrections, mais il y a eu d'autres imprimés avant celui-là. En 80, il y en avait un, en 82, il y en avait un, des couches de composition qui, donc, surimprimées, sont invisibles. Bon, c'est pour ça que la tradition critique qui suit l'exemplaire de Bordeaux et aussi l'histoire du texte des essais, eh bien, truffe le texte de signes alphabétiques, A, B, C en particulier. Bon, c'est simple, hein. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le « nous nous laissons si fort aller » est en fait un ajout de la troisième ou deuxième grande édition des essais de 88 à une première mouture de 80 dans ce chapitre 25 du livre 1. On revient à un texte primitif avec le « quand bien même », ça les lecteurs de 80 l'avaient sous les yeux dès l'origine, puis une citation en grec, là, miso, etc., hein, dès l'origine aussi, bon, qui se trouve imprimée sur la page de l'exemplaire de Bordeaux. Et puis là, est noté C, l'ajout manuscrit de l'exemplaire de Bordeaux, expo enius, etc. On revient donc à une citation qui en fait était B avec si cupidus, si vanus, etc. Et une nouvelle citation ajoutée avec la marque d'insertion, nom enim paranda nobis solum, etc. Bon. Il faut quand même maintenant en venir au sens de tout cela. Qu'est-ce que c'est? Veux-je tirer de la consolation pour moi ou pour un autre? Je l'emprunte de Cicéron. Je l'eusse pris en moi-même si on m'y eût exercé. Je n'aime point cette suffisance relative et mendiée. Quand bien nous pourrions être savants du savoir d'autrui, au moins sages, ne pouvons-nous être que de notre propre sagesse. Voilà donc Montaigne qui revendique une sorte d'autonomie par rapport aux autorités, mais au moyen de citation. Et là, il s'en va citer d'abord un vers d'Euripide cité par Cicéron. Je hais le sage qui n'est sage que pour soi-même, c'est vers grec. Après, sur quoi Ennius? Alors ça, c'est encore plus merveilleux parce que c'est Cicéron citant Ennius, en fait. Le savoir, dit-il, serait inutile au sage qui ne serait pas utile à lui-même. S'il est avide, s'il est frivole, c'est le si, là, si cupidus, qui est tiré des satires de Juvénal. S'il ne vaut pas mieux que la moindre Anielle de Gannet. Et pour finir, de le définibus de Cicéron, sur l'exemplaire de Bordeaux, car il ne suffit pas d'acquérir de la sagesse, il faut aussi en tirer profit. On assiste donc à une sorte de contradiction pragmatique, si vous voulez, c'est-à-dire que la manière vient démentir la matière, quelque part, hein, on peut dire ça comme ça. On ne parle pas seul au temps de l'humanisme, mais Montaigne se trouve dans une situation un peu critique, c'est-à-dire que lui, qui veut être la matière de son livre, il est obligé d'en passer par les autorités, ce qui donne, vous voyez, ces configurations un peu complexes. Bon. En attendant, une fois passé ce cap du chapitre 25, on va arriver au chapitre 26, notre fameux chapitre phare sur l'institution des enfants, où ces préceptes d'appropriation du savoir, de la culture, il va les rapporter en quelque sorte à son jeune élève virtuel au nom du jugement qui est majeur. Alors, quelques extraits, très rapidement. Un enfant de maison qui recherche l'aide non pour le gain, ni tant pour les communautés extrêmes que pour les siennes propres, et pour s'en enrichir et parer au-dedans, ayant plutôt envie d'en tirer un habile homme qu'un homme savant. Je voudrais aussi qu'on fût soigneux de lui choisir un conducteur qui eût plutôt la tête bien faite que bien pleine, expression célèbre, et qu'on y requit tous les deux, mais plus les mœurs et l'entendement que la science, et qu'il se conduise en sa charge d'une nouvelle manière. On ne cesse de crier à nos oreilles comme qui verserait dans un entonnoir, et notre charge, ce n'est que de redire ce qu'on nous a dit. Je voudrais qu'il corrigeât cette partie, et que de belle arrivée, selon la portée de l'âme qu'il a en main, il commença à la mettre sur l'amont, lui faisant goûter les choses, les choisir et discerner d'elle-même, quelquefois lui ouvrant en chemin, quelquefois le lui laissant ouvrir. Je ne veux pas qu'il invente et parle seul, je veux qu'il écoute son disciple parler à son tour. Qu'il ne lui demande pas seulement compte des mots de sa leçon, mais du sens et de la substance. Que ce qu'il viendra d'apprendre, il lui fasse mettre en 100 visages et accommoder autant de divers sujets pour voir s'il l'a encore bien pris et bien fait sien. Ces témoignages de crudité et d'indigestion, métaphore récurrente dans l'humanisme, déjà utilisée par Du Bellay via l'innutrition dans la défense illustration de la langue française en 1549, que de regorger la viande comme on l'a avalée, l'estomac n'a pas fait son opération. Notre âme ne branle qu'à crédit, liée et contrainte à l'appétit des fantaisies d'autrui, serve et captivée sous l'autorité de leurs leçons. On nous a tant assujettis aux cordes que nous n'avons plus de franches allures. Notre vigueur et liberté est éteinte, qu'il lui fasse tout passer par l'étamine et ne loge rien en sa tête par simple autorité.
car s'il embrasse les opinions de Xénophon et de Platon pour son propre discours, ce ne seront plus leurs, ce seront les siennes. Et vous avez la formule que je citais en ouverture de cette section, qui suit un autre, il ne suit rien, il ne trouve rien, voire il ne cherche rien. Nous ne sommes pas sous un roi, que chacun soit son propre maître, que chacun se gouverne lui-même. Qu'il sache qu'il sait au moins, il faut qu'il en boive, etc. Et vous avez une belle métaphore à la fin, d'ailleurs, empruntée, je crois, de Sénèque. Les abeilles pillonnent de ça, de là, les fleurs, mais elles en font après le miel qui est tout leur. Ce n'est plus thym ni marjolaine. Ainsi, les pièces empruntées d'autrui les transformera et confondra pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement. Son institution, son travail et étude ne visent qu'à le former. Alors, ça nous paraît un peu, finalement, presque des poncifs éducatifs, mais c'est assez nouveau à l'époque, parce que l'innovation consiste en une attention prêtée à l'enfant, alors que finalement, il y a une espèce de césure entre le maître et le disciple, hein, comme une sorte de monture qu'il faudrait régler. Il faut se régler sur la montre et sur la monture, qui entraîne un respect nouveau de sa personne, fondé sur le dialogue avec le précepteur, un équilibre de l'effort intellectuel et physique aussi que Rabelais avait déjà revendiqué, mais que Montaigne, là encore, accuse, et aussi cette incorporation, hein, cette appropriation, cette transsubstantiation, sans le mauvais jeu de mots, avec le savoir. Bon. Une des particularités de l'essai, quand on en parlera tout à l'heure, on le verra plus en détail, c'est justement, on parle là de l'élève et de ce qui est souhaitable pour l'élève, mais forcément, ça a un rapport aussi avec la pratique de Montaigne, essayiste, selon une sorte de repli, si vous voulez, du contenu de l'énoncé sur le mode de l'énonciation. Précisément, quelle forme, on l'a un peu entrevu déjà, va prendre cette appropriation pour Montaigne? Eh bien, on trouve dans le chapitre 26 du livre 1, « Je ne dis les autres, sinon pour d'autant plus me dire ». C'est-à-dire une manière finalement de s'incorporer les mots d'autrui. Donc, ces énoncés étrangers, tout signalés qu'ils soient par la présentation matérielle, deviennent dans le livre une façon de se dire, on peut même dire de s'écrire, de s'interroger, de se connaître en un palimpseste en quelque sorte, qui vient presque effacer la différence entre le propre et l'étranger. Et de son côté, on l'a déjà vu tout à l'heure, le commentaire des mots d'autrui, texte habituellement second, eh bien, on vient à occuper le cœur et à se faire petit à petit matière du livre. Mieux, au fil des éditions, s'accentue ce principe d'autoréflexivité qui veut, Montaigne le dira assez tardivement, que son thème se renverse en lui. C'est-à-dire que finalement, là, on en vient à parler du texte premier. L'œuvre se retourne, se replie, se roule en elle-même, hein, pour vraiment prendre une expression d'un des chapitres primitifs, et ça remplace, finalement, l'œuvre de Montaigne remplace les œuvres d'autrui. Cela conduit, dans la continuité, à une mutation importante de ce que Michel Foucault appellera plus tard la fonction auteur. Hein. Et on le voit très nettement dans cette page du chapitre du repentir, qui est le chapitre 3 du livre 2. On y reviendra tout à l'heure, hein, parce que je pense que Merleau-Ponty, vous verrez l'ensemble de la formule qui me sert de titre à ma troisième partie. Hein, il s'agit d'écrire l'homme comme problème. Les autres forment l'homme, je le récite. Constatez cet étrange J majuscule, hein, avec vous avez plein de majuscules, là, ajoutées manuscritement. C'est le dernier travail de Montaigne sur l'exemplaire de Bordeaux, hein, on pourra en reparler. Bon, enfin, en attendant, on trouve dans ce passage-là, à peu près au milieu, ceci. Les auteurs, c'est ajouté en fait en marge, hein, vous voyez les auteurs, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, on voit auteur avec un H là. Les auteurs se communiquent au peuple par quelques marques particulières et étrangères. Moi, le premier, par mon être universel comme Michel de Montaigne, non comme grammairien ou poète ou jurisconsulte. C'est-à-dire que ce n'est pas la fonction de grammairien, de poète ou de jurisconsulte qui autorise à écrire, c'est désormais cette espèce d'intrusion, si vous voulez, d'un personnage privé qui gouverne son discours. Une espèce d'inversion qui se produit finalement. En ce temps-là, on s'inscrivait dans un ordre du discours en fonction de son étiquette, finalement. C'était donc l'ordre sociologique qui déterminait les types de discours. Montaigne transforme, hein, infléchit ce mouvement en décidant finalement que c'est lui, en tant que sujet de la commune sorte privée, etc.,
qui va dicter le propos et régir le discours. Ce qui nous fait passer assez naturellement, en deuxième temps, écriture de soi, registre de durée, immanence. On y reviendra à ce passage qui est vraiment très important. C'est là qu'on trouve une formule aussi qui est restée dans les mémoires et assez emblématique des essais. Je ne peins pas l'être, je peins le passage. Bon, vous l'avez là quelque part, là. Voilà, non un passage dans un autre, c'est à la fin du premier temps. Enfin, premier parce que c'est deux feuillets en fait que j'ai distingués. Alors, on commence par une addition autographe et de plus en plus, d'ailleurs, il va parler de son projet. Il en parle dès le départ, dès les premiers. Le départ, ça signifie la première version, soit deux livres, deux livres, livre 1, livre 2. Mais au fur et à mesure que l'entreprise avance, il y a une sorte de mécanisme de repli encore accentué qui veut que le livre se prend lui-même comme thème, en quelque sorte. Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait. Livre consubstantiel à son auteur, d'une occupation propre, membre de ma vie, non d'une occupation effin, tierce et étrangère comme tous autres livres. Donc c'est comme une sorte de vocation, vocation intime. Ai-je perdu mon temps de m'être rendu compte de moi si continuellement, si curieusement, courra, avec difficulté, avec labeur, car ceux qui se repassent par fantaisie seulement et par langue, quel cœur, ne s'examine pas si primement, il ne se pénètre comme celui qui en fait son étude, son ouvrage et son métier, qui s'engage à un registre de durée, de toute sa foi, de toute sa force. Il est donc très nettement, et là, sur l'exemplaire de Bordeaux encore, c'est-à-dire bien après avoir commencé sa besogne, conscient du caractère original. Dans les écritures de soi, effectivement, les essais fournissent une pièce remarquable. En raison de cet essai assez énigmatique qu'on essaiera sur lequel on réfléchira tout à l'heure, mais tout simplement parce que, raconter, plus exactement, passer au crible son existence la plus quotidienne, c'est quelque chose d'un peu surprenant. Saint-Augustin avait précédé, quand même, avec les confessions. Montaigne n'en parle jamais des confessions, il parle de la cité de Dieu. Mais c'était selon une perspective téléologique de l'histoire d'une vie qui s'achève dans une sorte de rédemption, si l'on veut, donc une visée un peu téléologique, si vous voulez. Bon. À l'époque de Montaigne, son voisin, le maréchal de Montluc, écrit ses mémoires, mais là, justement, vous avez cette espèce d'éthos aristocratique qui investit le genre des mémoires qui est masculin, on le sait, comme les mémoires de Creton de Chateaubriand encore, plus tard. C'est-à-dire, c'est le moment où un sujet particulier rencontre l'histoire avec un grand H. Montaigne n'a que faire de cela, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas toujours explicitement sa vie, qui plus est, on l'a bien vu, il y a des citations, toutes sortes de matériaux étrangers, et en plus, il peint le privé. Enfin, pas non plus tout à fait comme le fera Rousseau plus tard, qui lui prendra comme modèle Saint-Augustin, on le sait bien, pour se démarquer de lui, avec pas mal de malice, et ce qui donnera la définition de l'autobiographie par Philippe le Jeune, avec une rétrospective de soi que raconte quelqu'un qui est à la fois donc auteur, narrateur et personnage, quand il fait l'histoire de, notamment, ses premières années. C'est ça qui est important. Montaigne parle de ses premières années, mais pas uniquement, et par fragments, par éclat. Il lui arrive de se référer au détour d'une page au satirique latin. Ça peut paraître un peu bizarre, c'est-à-dire il n'y a pas que Horace qui a écrit des satires, il y a aussi un nommé Rutilius, notamment, qui sont un peu moins connus. Mais ce qui est intéressant dans la satire, c'est que c'est une écriture d'entrée de jeu, vous voyez le Satyricon de Pétrone, du fort privé, pourrait-on dire, même dans ce qu'il a parfois d'un peu scabreux, disons-le clairement. Bon. Et puis, une écriture, comme en ce temps-là, on analyse les discours en fonction des niveaux, beaucoup, une écriture qui relève de ce qu'on appelle le sermo humilis, c'est-à-dire une écriture de l'humilité, assez basse, qui peut de ce point de vue-là varier les registres, faire des emprunts, disons, à des vocabulaires un peu triviaux, etc. Niveau de langue, donc, c'est sans doute pour ça qu'il y pense, parce qu'en fait, il n'a pas beaucoup de modèles, et puis il est un peu perdu, il vient de trouver quelque chose, mais bon, les modèles se présentent, mais sur le mode du télescopage, de l'amalgame, en quelque sorte. Bon. Il lui arrive de désigner ses essais par mémoire, mais ce ne sont pas des mémoires à proprement parler, par l'histoire de ma vie, mais il ne parle pas que de sa vie, et ce qui, au fond,
ne peut que troubler le lecteur dès 1588. C'est cet avis au lecteur publié, alors là c'est sur l'exemplaire de Bordeaux, et d'ailleurs retouché, la date est retouchée. C'est-à-dire qu'il avait noté 88, il revient à la première date de publication, 80, bien plus tard. Mais enfin, bon, voilà ce que ça donne. C'est ici un livre de bonne foi lecteur. Il t'avertit dès l'entrée que je ne m'y suis proposé aucune fin que domestique et privée. Vous voyez, on retrouve ça. Je n'y ai eu nulle considération de ton service ni de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables d'un tel dessein. Je l'ai voué à la commodité particulière de mes parents et amis, à ce que m'ayant perdu, ce qu'ils ont à faire bientôt, ils y puissent retrouver certains traits de mes conditions et humeurs, et que par ce moyen, ils nourrissent plus entière et plus vive la connaissance qu'ils ont de moi. Si c'eût été pour rechercher la faveur du monde, je me fusse mieux paré et me présenterai en une marche étudiée. Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice, car c'est moi que je peins. Alors, l'idée du livre Ad familiares et in memoriam, elle n'est pas du tout nouvelle. En fait, l'écriture, elle va fixer finalement une sorte d'effigie pour le défunt. Notez que, d'ailleurs, Ad familiares, tout au départ, hein, puisque c'est un texte presque premier, là, qui n'a pas été beaucoup retouché, que je vous ai lu, les essais sont destinés à un petit entourage. Hein, un petit entourage. D'ailleurs, ils paraissent à Bordeaux en 80 chez Simon Milange, qui est le grand éditeur de la place bordelaise, certes. On a dit parfois à compte d'auteur, mais enfin, en attendant, Montaigne n'est pas quelqu'un de très connu. Du reste, au Parlement de Bordeaux, la vedette, c'était Étienne de la Boétie. Ce n'était pas lui, en réalité. Sauf que la Boétie est mort assez tôt, en 63. Montaigne reste seul. Hein, c'est une des raisons de l'entrée en écriture, du reste, à cette perte. Bon, alors, Montaigne publiant cela donc, à Bordeaux, en 1580, le destine à un entourage vraisemblablement très proche. Et de fait, dans nos deux premiers livres, on a des dédicataires féminines. On en a 3 ou 4. Le chapitre que j'ai lu tout à l'heure avec vous, dont j'ai lu un extrait de l'Institution des enfants, il est dédié à une de ses voisines. Ce sont des nobles, hein, de son entourage, de Saint-Michel de Montaigne. Ad familiares, donc, ça explique ça. Ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant est au début, bonne foi, on y reviendra, hein, cette espèce de désinvolture aussi. Je n'ai pas cherché ma gloire, je n'ai pas cherché ton service, qu'il dit au lecteur. Face à un bouquin pareil, on n'a qu'une envie, c'est de le fermer, hein, évidemment. Bon. Et puis, le car, c'est moi que je peins, sur lequel je vais insister à présent. Parce que pour un lecteur qui lit ça, et puis il tourne les pages, dès le début, il va se retrouver avec un chapitre par divers moyens, on arrive à pareille fin, sur l'histoire, il est question d'Alexandre le Grand, de toutes sortes de gens, pas de trace de Michel de Montaigne en tant que tel. Il y a bien un jeu énonciatif, parce que justement, conformément à ce que je vous disais du commentaire, il prend la parole pour se déterminer, mais de lui en tant que tel, individu privé, il faut attendre le chapitre 8, en fait, pour le voir rentrer en scène dans un chapitre qui s'appelle « De l'oisiveté », où il décrit son entrée en scène dans sa bibliothèque, bon, dans sa librairie, le temps finalement de gestation, si vous voulez, des essais. C'est un peu surprenant, ça, et ça nécessite que l'on réfléchisse et qu'on dise 2 mots de ce qu'est l'essai, en fait, pour comprendre ce qui se passe exactement. Et c'est sans doute pour ça qu'il ne trouve pas de modèle. Je vais essayer de vous le faire comprendre. Il faut se rapporter, en fait, au terme. Pas au titre, mais au terme. Parce qu'en réalité, d'abord, je commence par l'aval. Hein, c'est Montaigne qui va inventer un genre. Le fait qu'il trouve ça pas mal d'employer ce terme-là va faire qu'il figure comme titre les essais de Michel de Montaigne chez Simon Milange à Bordeaux. Par cette espèce d'effet de fossilisation que produit un titre, ça va devenir un genre, et plus tard, la tradition va limiter, si l'on peut dire, parce que le paradoxe, c'est qu'il invente un genre et personne ne fera jamais comme lui. Bon, enfin, en attendant, on aura Essays de Bacon un siècle presque après, on aura les essais sur l'entendement humain de David Hume, enfin la tradition anglaise en particulier, va puiser dans cette appellation générique titulaire souvent par référence à Montaigne. Bon, enfin, revenons un peu en arrière pour voir que dans la première version du texte, il emploie des expressions comme, c'est ici l'essai de mes facultés naturelles, le jugement dont je fais ici l'essai.
En fait, dans le moyen français, le terme a deux acceptions complémentaires. La première, elle renvoie à un test. On fait l'essai du vin, l'essai d'un breuvage, d'un mets. Hein. On fait aussi l'essai comme l'exercice du jeune élève, ce qui implique donc un test soumis à une agence extérieure. Bon, ça c'est la première acception, la plus courante. Il y a d'ailleurs dans le vocabulaire en langue doc l'ASAI, qui est le test que fait subir l'abbel à son chevalier servant, hein, ou ASAI. Bon, voilà. Une autre valeur, si vous voulez, qui est assez proche et encore plus intéressante pour nous, c'est l'essai dans le langage des apprentis. Parce que l'essai, c'est souvent celui qui fait l'essai est novice, premièrement. Deuxièmement, dans le langage des apprentis, il y a une autre valeur qui veut que l'essai permette finalement au sujet qui s'adonne à une besogne de se jauger lui-même. Il y a une espèce de repli qui, en quelque sorte, rend secondaire l'instance de jugement extérieur et combine finalement celui qui teste et celui qui est testé. Bon, évidemment, c'est dans cette voie-là qu'il faut s'engouffrer pour commencer un petit peu à comprendre ce qui est en jeu là-dedans. En fait, l'essai fonctionne selon un principe de réduction phénoménologique, avant l'heure, pourrait-on dire, selon lequel l'enquête se réoriente du contenu de son propos vers ce qu'elle dit du sujet, de ses options, de ses refus, et éventuellement ce qu'elle dit de la manière dont il le formule. Bon, ça paraît, pour nous qui sommes habitués à plusieurs dizaines d'années de psychanalyse, parce qu'on a pu tisser des ponts forcément entre cette méthode et la méthode analytique. Ça paraît assez banal, si vous voulez, tout est signifiant, on est parlé, et tout ce qu'on dit signifie quelque chose de nous. Mais évidemment, pour l'époque, c'est quelque chose d'assez étonnant, surtout que c'est une sorte de mécanisme psychologique que Montaigne trouve peut-être ici, parfois chez Plutarque, parfois chez d'autres, et en tout cas qu'il va textualiser. C'est ça qui est intéressant. Et la textualisation n'est pas anodine, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout propos, toute citation, tout texte 1, si vous voulez, est susceptible de s'enrouler sur lui-même. Susceptible, parce qu'on va le voir justement, le temps, voire la fortune et le hasard vont faire leur jeu aussi là-dedans. Mais je prends les premières couches, la première couche, hein, parce qu'il en a certainement une idée assez vite de ça, très probablement dans les toutes premières années, à partir de 72. Donc, un texte qui ne cesse de s'enrouler sur lui-même, ou qui pourrait s'enrouler sur lui-même, il défie les ordres du discours, hein, pour reprendre la formule de Michel Foucault, c'est-à-dire le fait qu'en général, un discours a tendance à aller d'un point alpha à un point oméga selon une progression linéaire. Bon, selon finalement la ligne droite ou la ligne ascensionnelle, pourrait-on dire, démonstration, voire même discours rhétorique. Bon, en tout cas, aussi bien dans la dialectique que dans la rhétorique, on a cette idée-là. Ici, on a plutôt l'idée de la spirale. Bon, ce qui explique en réalité, ce schéma explique en lui-même pourquoi les essais ont désarçonné des générations de lecteurs. Il y en a qui ont des bonnes intuitions. L'une des meilleures, avec beaucoup de mauvaise foi comme d'habitude, c'est Pascal. Pascal, il comprend tout, mais quand ça le gêne, il zappe. Bon, mais il comprend très bien les essais. Plus tard, les écrivains du 18e, bon, on boxe dans la grande catégorie, là, Rousseau, Diderot, hein, ils comprendront avec les mots du temps, mais ça va beaucoup désarçonner quand même. Il faudra attendre les enquêtes plus philologiques d'André Tournou en particulier et Jean-Yves Pouillou, c'est-à-dire les années 70-80, pour que sur des modèles logiques et historiques, on puisse essayer de penser cette étrange caractéristique qui fait que le texte tente à se replier sur lui-même, en vertu même du principe de l'essai. Bon. Alors ça, j'allais dire, c'est le mécanisme intellectuel qui va prendre la forme donc d'une écriture de commentaires, mais nouvelle manière, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que ce n'est pas un commentaire à bâton rompu et érudit, c'est un commentaire qui peut s'arrêter sur les étapes d'un discours et qui du coup se fait de plus en plus personnel et en rapport avec l'entreprise elle-même. Qui plus est, et très probablement dans les premières années, parce que la première édition, elle s'écrit entre 72 et 80, Montaigne a très certainement l'idée du registre de durée, c'est-à-dire à ce principe de l'essai, il faut ajouter
la projection de la durée intime à l'intérieur de l'espace textuel. Pour preuve, la dernière citation là en bas, ce fagotage de temps de diverses pièces se fait en cette condition que je n'y mets la main que lorsqu'une trop lâche oisiveté me presse, et non ailleurs que chez moi. Ainsi, il s'est bâti à diverses pauses et intervalles, comme les occasions me détiennent ailleurs, parfois plusieurs mois. Au demeurant, je ne corrige point mes premières imaginations par les secondes, addition manuscrite. Oui, à l'aventure, quelques mots, mais pour diversifier, non pour ôter. Je veux représenter le progrès de mes humeurs et qu'on voit chaque pièce en sa naissance. La déclaration est contemporaine, vous voyez, de la première version. Qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle dit que le texte s'écrit à pièces décousues, hein, un peu comme ces citations qui étaient finalement retirées hein, de leur contexte primitif. Bien ici, le texte va être de pièces et de morceaux. Je ne peins pas l'aide, je peins le passage, dira-t-il encore plus tard. Hein. On revient ici. Hein. Non pas un passage de 7 ans en 7 ans, comme dit le peuple, c'est une unité un peu mythique, si vous voulez, hein, des contes de fées, par exemple, hein, mais d'heure en heure, de minute en minute. Ce qui signifie quoi? Ben, ça signifie que voilà certainement le texte de notre culture occidentale à tout le moins, je ne suis pas allé voir ailleurs, faute de connaissances, qui enclôt le plus viscéralement qui soit la durée dans l'espace du texte. Voilà. Parce que, du coup, il faut inférer quoi? Que dès le départ, l'entreprise s'est inscrite dans le temps. C'est le cas, me dira-t-on, de nombre d'œuvres de la Renaissance. On n'en est pas, on le devient, hein, les hommes mais on se forge, et bien de la même manière, une œuvre, elle s'inscrit dans la naturance, cette espèce de conscience un peu métamorphique des choses. Je disais tout à l'heure que Erasme ne cesse de retoucher les adages. Et que dire de Ronsard? Le sonnet à Marie, il va le retoucher au moins 8 fois. Bon, voilà. Sauf que là, ce sont des variantes. Chez Montaigne, on le voit bien. Il y a une perspective philosophique derrière, très nettement. Quand je disais littérature et philosophie, on en a un exemple là. C'est-à-dire qu'il s'agit presque d'une manière de faire infraction aux règles habituelles en projetant une durée intime à l'intérieur d'un espace et à l'intérieur de la page. Autrement dit, assez naturellement, une pratique éditoriale assez commune en ce temps-là, qui veut que l'œuvre obéisse à une sorte de non finito, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire que, justement, elle n'est jamais vraiment achevée dans la conscience de bien des auteurs. Eh bien, une pratique éditoriale va venir se cheviller à un projet qu'on pourrait appeler philosophique au sens large. Et du coup, on comprend l'expression registre de durée qu'il trouvera bien plus tard sur l'exemplaire de Bordeaux pour désigner ce qu'il est en train de faire. Moyennant quoi, il convient de distinguer ce que j'appellerais l'histoire du texte et l'histoire du livre. Ce n'est pas la même chose. Et vous comprenez bien pourquoi, mais c'est capital. Parce que justement, le livre, ce sont les jalons confiés. C'est peut-être le moment de faire un point vraiment là-dessus. Soit à Milange, les 2 premiers livres, 1580, mais écrits entre 72 et 80. Après quoi, chez Milange toujours, il y aura une 2e édition à l'issue de son voyage en Italie, on va y revenir, qui dure une grosse année, entre 81 et 82. Il ira plus très vite à Bordeaux parce qu'il vient d'être élu maire. Là, il va gagner la notoriété petit à petit. Enfin, en attendant, il en sort une 2e version qui comprendra des additions aux 2 premiers livres. Donc, il a déjà l'idée de l'addition. Hein. Voilà. Puis, la 3e édition, en fait, qui est la 2e grande édition des essais, elle est parisienne, en 88, où là, il rajoute un 3e livre et des additions encore aux 2 premiers. Et puis, sur l'exemplaire de Bordeaux, il n'y avait pas de 4e livre, mais il y avait l'espèce d'axe de généralisation de l'écriture marginale aux 3 premiers livres. Donc, il y a des centaines d'additions, de corrections, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Bon, mais que nous permet de voir l'exemplaire de Bordeaux? Très certainement, le laboratoire que rend invisible les éditions. Pourquoi? Regardez un peu cette addition-là, autographe. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un Montaigne qui a rédigé quelque chose, mais qui a barré et qui a remis autre chose. Autrement dit, qu'est-ce que ça signifie? Avec des encres différentes, qui plus est parfois. Ça signifie que la durée, elle s'inscrit dans l'addition manuscrite elle-même. C'est-à-dire qu'elle est retouchée et que le texte a dû être conçu comme ça dès le départ. Hein. C'est-à-dire de pièces et de morceaux selon l'occasion, hein, c'est le cas de le dire. Et justement,
Mon troisième temps de ce deuxième titre, sous-titre, était plan d'immanence, c'est l'expression de Deleuze, que je reprends. Justement, on a l'impression que le plan d'immanence vient habiter les lignes, en quelque sorte. Le progrès, justement, je disais que ce n'était pas téléologique tout à l'heure, eh bien, il n'est pas à prendre dans le sens d'une amélioration, pas dans le sens moderne, si vous voulez, d'une bonification. C'est progredior, c'est-à-dire le fait simplement d'avancer dans le temps, c'est tout point, sans forcément qu'il y ait quelque chose qui forge selon un progrès. Donc, cette espèce d'épanouissement libre des facultés que préconisait Pic de la Mirandole, où il voulait que l'homme finalement se bonifie et se transforme comme une œuvre d'art, eh bien, se déploie selon une temporalité désormais fragmentaire. Ce n'est pas chronos, c'est kairos, pour reprendre, c'était une instance tutélaire grecque qui signifie, le kairos a donné l'occasio en latin. C'est une déesse que les latins représentent avec une mèche de cheveux qu'il faut savoir saisir l'occasion, voilà, quand elle passe. Bon. Encore une preuve de cette présence du temps. Là, vous avez le frontispice, la couverture, si vous voulez, de l'exemplaire de Bordeaux. Et puis, on trouve, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, en dessous, en dessous là, dans le carré, mais tout en bas, une citation « Viresque acquirite eundo ». Je ne sais pas si on le voit bien, bon, bref. C'est une sorte d'épigraphe qu'il rajoute manuscritement pour sa future édition. C'est emprunté là encore à Virgile, et ça signifie très exactement « et il accroît ses forces en progressant », selon cette idée de progrès. Donc quand même, il y a un accroissement de force, mais pas forcément une bonification, ce qui veut dire que, et c'est assez logique au fond, de même que Montaigne ne conçoit pas forcément la vieillesse comme une sorte de période où culminent les facultés, où l'individu se consacre lui-même, ou est consacré par l'âge, et bien de la même manière, une édition ne corrige pas l'autre. Elle produit un nouvel arrêt sur image, pourrait-on dire, mais cet arrêt sur image, justement, l'imprimerie lui donne sa stase, sa staticité, si l'on veut. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, histoire du livre, histoire du texte, le texte est mobile, le livre arrête. Et justement, les éditeurs, on est face à, je dis ça parce que j'en prépare une depuis 10 ans, qui tarde énormément, mais en poche, un peu comme celle-là, et en plus critique, si l'on veut, avec plus de variantes. Et puis surtout les repères alphabétiques auxquels je tiens, pour les raisons que j'ai essayé de vous montrer. Mais on est face à un problème, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut valoriser l'histoire du texte, donc l'exemplaire de Bordeaux avec éventuellement ses repentis, on appelle ça, c'est-à-dire ses variantes manuscrites, ou alors l'histoire du livre, et dans ce cas-là, j'y reviendrai parce que justement Montaigne a été un peu trahi, semble-t-il, après sa mort. Il y a eu une autre édition, mais par quelqu'un d'autre, Marie de Gournay, en 95. Autrement dit, une édition qu'on a sur Gallica, qui est facile parce qu'elle est imprimée, donc le travail est très simple en fait, beaucoup plus simple, sauf que le problème, c'est que ce n'est pas le même texte que l'exemplaire de Bordeaux. Voilà, c'est ça le problème. Donc d'un côté, vous avez l'intention d'auteur, qui se lit sur l'exemplaire de Bordeaux, notamment avec ses majuscules de segmentation. Et puis de l'autre, un texte de Gournay, sans doute fait à partir d'une sorte de copie de l'exemplaire de Bordeaux qui n'aurait pas été la même. C'est très curieux, cette histoire. Ou alors, Marie de Gournay intervient sauvagement. Pourtant, c'est une femme de lettres très, très brillante, très jeune, que Montaigne a connue sur le tard, sa fille d'alliance, dit-il. Enfin bref, toujours est-il que histoire du texte, histoire du livre, ou de l'œuvre, si vous préférez. Bon, je disais la durée. La durée, c'est plan d'immanence, c'est-à-dire l'aléatoire. Voilà une singularité encore. Montaigne écrit, par exemple, toujours dans notre Du Repentir, là, à un moment, les fantaisies de la musique sont conduites par art, les miennes par sort. Il ne prend pas n'importe quel modèle. Il prend le modèle des fantaisies musicales, qui est un genre déjà répertorié dans cette période baroque, pré-baroque, si vous voulez. Justement, c'est une ligne mélodique qui singe une forme d'improvisation, mais qui en fait est extrêmement concertée. Donc il va plus loin en disant que lui, ses fantaisies, je reviendrai sur le terme en tant que tel, son origine, en tout cas vous voyez ça désigne une pièce musicale en tout cas, sont conduites par le sort. Voilà qui est très très curieux, une écriture du hasard. Pascal, quand je vous disais qu'il comprendra très bien tout ça, par intervalle, voilà ce qu'il écrit pour le projet de ses pensées. J'écrirai ici mes pensées sans ordre et non pas peut-être dans une confusion sans dessein.
il y a la volonté de lâcher prise, hein, de s'abandonner à une forme de hasard. En tout cas, cela ouvre une perspective évidemment à la fois paradoxale et très intéressante pour, j'allais dire, les littéraires, là, pour le coup. C'est-à-dire que Montaigne est un des jalons majeurs dans ce qu'on peut appeler les poétiques de la contingence. Et c'est paradoxal, puisque la poétique des Aristote, elle repose justement sur la transformation de la matière en forme, ou plus exactement, du contingent en nécessaire. Bon, quelque part, selon le tout et la partie, ce qu'il appelle, lui, la nécessité et la vraisemblance. Bon. Eh bien, chez Montaigne, on lâche prise à ça. Voilà, c'est-à-dire que les cadres du discours sont toujours comme outrepassés, dépassés par justement cette espèce de projection du hasard et du plan d'immanence de l'existence à l'intérieur du texte. Donc, la fragmentation, l'instantanéité, qui peut avoir et qui peut trouver son pendant éthique. J'entends par éthique, éthique un peu au sens grec. Ça, Montaigne hérite ça de ses lectures de Plutarque notamment, c'est-à-dire eh bien, ce que Foucault appellera le souci de soi, hein, le rapport à soi pour essayer de bien vivre en ce monde. Vous voyez ce que ça donne? Là, c'est le dernier chapitre des essais, le chapitre de l'expérience, chapitre 13 du livre 3, avec donc 2 couches de composition, naturellement. Et donc, c'est là que notre livre 3, si vous voulez, pour l'édition, le livre 3 pose guère de problème, enfin, comment dire, il ne pose guère de problème dans l'édition Folio, là-bas, parce que justement, il est sur 2 couches, 88 exemplaires de Bordeaux. C'est les 2 premiers qui posent davantage de problèmes, puisqu'ils ont été écrits, eux, avec un A et un A2, qui disparaissent naturellement, puisque tout ça, c'est de l'imprimé. Bon. J'ai un dictionnaire tout à part moi, à moi personnel. Je passe le temps quand il est mauvais et incommode. Quand il est bon, je ne le veux pas passer, je le retâte, je me tiens. Il faut courir le mauvais et se rasseoir au bon, se stabiliser, hein, le bon temps. Cette phrase ordinaire de passe-temps et de passer le temps représente l'usage de ces prudentes gens qui ne pensent point avoir meilleur compte de leur vie que de la couler et échapper, laisser couler et échapper, de la passer, gauchir et autant qu'il est en eux, ignorer et fuir comme chose de qualité ennuyeuse et dédaignable. Mais je la connais autre et la trouver prisable et commode, voire en son dernier décours, dernier état, stade, où je la tiens. Et nous, la nature mise en main, garnie de telles circonstances et si favorables, que nous n'avons à nous plaindre qu'à nous si elle nous presse et si elle nous échappe inutilement. Vous avez une citation de Sénèque, je crois, sur le fou, l'insensé qui est toujours projeté vers l'avenir. Je me compose pourtant à la perdre sans regret, mais comme perdable de sa condition, non comme moleste et importune. Aussi ne sied-il proprement bien de ne se déplaire à mourir qu'à ceux qui ne se plaisent à vivre. Il y a du ménage, de l'art en quelque sorte, à jouir d'elle. Je la jouis au double des autres, car la mesure en la jouissance dépend du plus ou moins d'application que nous y prêtons. Principalement à cette heure que j'aperçois la mienne si brève en temps, je la veux étendre en poids. Je veux arrêter la promptitude de sa fuite par la promptitude de ma saisie et par la vigueur de l'usage, compenser la hâtivité de son écoulement. À mesure que la possession du vivre est plus courte, il me la faut rendre plus profonde et plus pleine. Alors, on retrouve en arrière-plan une nouvelle philosophie, là, qui est quand même une sorte d'empreinte, hein, pour le dernier Montaigne, c'est l'épicurisme, le carpe diem, je retâte la vie, avec cette espèce de chose un peu d'ailleurs improbable. Comment peut-on empoigner ce qui n'a pas de consistance, hein? Bon, c'est un peu paradoxal, ça encore. Bon, l'œuvre sera celle de la conscience réfléchie. Comment donner, lester d'un poids ce qui est sans consistance, c'est-à-dire l'instant. Finalement. Comment jouir de l'instant? Comment carpe diem, carpere diem, en quelque sorte, jouir, cueillir le jour, hein, il y a cette belle métaphore chez les Latins, chez Horace. Eh bien, vous voyez, au fur et à mesure, et après, encore une fois, paradoxalement, contrairement aux autres qui laissent le temps passer, lui, au contraire, quand le temps est bon, il essaye de l'arrêter. Alors, il ne suspend pas son vol, évidemment, mais c'est l'œuvre d'une espèce de conscience réfléchie qui approfondit l'instant. C'est ça la dimension éthique, le versant éthique de ce que je vous disais tout à l'heure sur cette philosophie de l'immanence et de l'instantanéité. Elle a comme, disons, pendant cette espèce de capacité à jouir, à tenter de jouir de l'instant en repliant la pensée sur l'instant. Bon, il y a de l'art à jouir de cela, dit-il, et justement, plus on aperçoit ça court, parce que l'échéance est proche, il le sait,
dès là, en 88, il est né en 32, à cette époque-là, c'est déjà un âge avancé, en 88, dès la première, dès la couche B, disons, eh bien, plus la fin est proche, plus horizontalement, plus il faut approfondir verticalement les essais. Je veux arrêter la promptitude de sa fuite par la promptitude de ma saisie. Bon. Il y a un magnifique commentaire de Jean Starobinski, je vous recommande, parce que c'est aussi une lecture de grand bonheur et de grand plaisir, Le Montaigne en mouvement de Jean Starobinski, qui est une merveille critique d'intelligence et de beauté. Et donc, justement, il commente aussi ce texte un peu comme je viens de le faire là. Selon la conscience réflexive, vous avez là une expression finalement de ce qu'on peut appeler le bonheur dans l'espace autobiographique, qui prendra plein de formes dans la littérature. Rousseau et le chien danois dans La seconde promenade, La griffe de Montboissier chez Chateaubriand, La Madeleine de Proust, mais de toute autre manière, bien évidemment. C'est donc une gestion du temps à chaque fois qui est en cause. Vous voyez chez Montaigne qu'il s'agit vraiment d'un temps fragmentaire. Alors, pour terminer ce second temps, oulala, oui, ça passe, on a vu que Montaigne décidait aussi, évidemment, de se projeter, lui, sujet, dans les pages, mais selon ce qu'il appelle une vie basse et sans lustre, c'est-à-dire, il ne va pas retenir là-dedans ses hauts faits particulièrement, mais bien des choses du quotidien. C'est une décision assez inouïe dans les lettres, et là, il trouve quand même, comme d'habitude, des modèles, et par exemple, d'ailleurs des modèles un peu antagonistes, une certaine figure de Socrate, le Socrate de Xénophon, des Mémorables ou de l'Apologie de Socrate, celui qui, dit-on, on raconte ça beaucoup en ce temps-là, a fait passer la philosophie des hauteurs ou des idéaux où elle siégeait sur Terre. Il l'a, en quelque sorte, rendue quotidienne. Bon. Mais en même temps, Montaigne dit ailleurs que ce qu'il trouve remarquable dans le rapport à la mort, par exemple, c'est les paysans de son village, qui lui fournissent aussi des exemples. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment une sorte… le philosophe et sociologue Pierre Manon a écrit récemment un livre intéressant qui s'appelle « Montaigne, la vie sans loi ». Effectivement, cette espèce de primat de la vie. La vie, c'est le bios. Et ce n'est pas pour rien que j'utilise ce terme-là, parce que c'est le titre d'un des gros massifs de Plutarque, les vies parallèles des hommes illustres, et qui est un modèle pour Montaigne assez important aussi, biographique. Donc, ce n'est pas soi, ce n'est pas cette espèce d'autoportrait intellectuel bizarroïde par l'essai dont je viens de parler, mais quand même, il y a quelque chose d'intéressant qu'il retient des vies, entre autres choses, il retient cette idée que l'on trouve dans la préface de la vie d'Alexandre de Plutarque, aux historiens, les grands événements, la vie s'intéresse aux petits faits d'Alexandre sous sa tente. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'attention au quotidien, ce n'est pas encore les vies des hommes infâmes de Foucault, mais c'est quelque chose qui modifie le paysage des lettres, un peu comme plus tard en peinture, le chien de l'enterrement à Ornans va heurter le bourgeois. Eh bien là, Montaigne, ce n'est pas que ça va heurter le bourgeois, évidemment, mais s'il a conscience de sa nouveauté, ce n'est pas pour rien, hein, tout de même. Et alors justement, si on le retient aussi dans notre pensée française, ça va énormément agacer Pascal, comme je dis, il comprend très bien, jusqu'à un certain point. Ce qui l'agace, c'est cette espèce de privilège accordé à l'empiré, le plus quotidien. Mais justement, ça débouche, là encore, sur une éthique. Il n'est rien si beau et légitime que de faire bien l'homme et dûment, ni science si ardue que de bien et naturellement savoir vivre cette vie. Alors, on a là quelque chose comme les exercices spirituels à la mode antique, mais revus et corrigés dans une époque beaucoup plus moderne, si vous voulez, qui aboutit donc à une sorte d'empirisme, il faut mettre entre guillemets avant la lettre, et qui fait donc l'apologie de cette vie simple et pourtant difficile. Bon, j'ai un quart d'heure pour les deux parties là qui me restent. Décrire l'homme comme problème. Alors, on a bien compris qu'un va-et-vient était susceptible de s'opérer entre cet individu qui se teste, se jauge en quelque sorte, par le biais des textes d'autrui, mais qui en même temps, donc, du coup, lit autrui aussi, et se lit dans autrui ou lit autrui en lui. À partir de là, évidemment, les essais sont un grand livre sur l'homme. Hein. On a même pu dire que c'était un des prolégomènes de l'anthropologie au sens moderne. Alors, Maurice Merleau-Ponty
en 1947, c'est à peu près au moment où la critique est philosophique et l'existentialisme. On comprend d'ailleurs ces affinités, hein, essence, existence, être, passage. Bon, déjà, il y a quelque chose là qui peut être mis en parallèle. Écrit ceci dans les temps modernes, chez Montaigne, il ne peut donc être question de résoudre le problème de l'homme, il ne peut s'agir que de décrire l'homme comme problème. Précisément, les autres forment l'homme, les autres, c'est justement les moralistes, hein, les doctes, enfin tout ce que vous voulez, les érudits, hein, ils essayent de donner une sorte d'idée de l'homme, d'image, de contour, d'en donner les contours. Lui, il le récite, et voyez l'hyperbate là, et en représente un particulier bien mal formé, soit moi-même. Voilà, je suis une espèce d'emblème en quelque sorte, parce que, il sera dit plus tard, chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition, qui n'est absolument pas à lire au sens essentialiste du terme comme la condition humaine, mais il se trouve que condition a deux racines latines, conditio d'une part et conditio d'autre part. L'une est plutôt philosophique et l'autre est juridique. Et la conditio induit des étapes possibles dans cette trajectoire qui nous mène de la vie à la mort, selon finalement la vie humaine et ses virtualités. Bon. Donc, il y a quelque chose, si vous voulez, de très descriptif, si je puis dire. Réciter, ça signifie en fait la décliner dans ses mutations successives. Et on comprend pour cela que Montaigne prenne pour modèle assez volontiers les historiens. On parlait de Plutarque, même si c'est Lévi. Les historiens sont ma droite balle, ils sont plaisants et aisés. Et en même temps, l'homme en général de qui je cherche la connaissance, il paraît plus vif et plus entier qu'en nul autre lieu. La diversité vérifiée de ses conditions internes en gros et en détail, la variété des moyens de son assemblage et des accidents qui le menacent. Or, ceux qui écrivent les vies, ils pensent à Plutarque et à Diogène Laërce aussi, l'auteur de la vie des philosophes illustres, d'autant qu'ils s'amusent plus au conseil qu'aux événements, plus à ce qui part du dedans qu'à ce qui arrive au dehors. Cela me semble plus propre. Voilà pourquoi, en toute sorte, c'est mon homme que Plutarque. Alors, vous voyez d'ailleurs qu'il a barré là quelque chose sur l'exemplaire de Bordeaux. Le premier texte de 88, donc son imprimé, c'est « Les historiens sont le vrai gibier de mon étude car ils sont plaisants et aisés. Et quand et quand, ce qui veut dire en même temps, et de la sorte, la considération des natures et conditions de divers hommes, les coutumes des nations différentes, c'est le vrai sujet de la science morale. C'est ça que je voulais isoler. Scientia moralis, qui est une des branches en fait de la philosophie, on parle parfois aussi de philosophie morale, dès les anciens, philosophie voulant dire plutôt, dans le langage de Montaigne à cette période-là, philosophie naturelle, c'est de la physique si vous voulez, hein. C'est plutôt ça, mais il y a également cette philosophie morale que Plutarque, selon lui, avait particulièrement cultivée, et de fait, il est l'auteur des vies, ce Plutarque, mais également des œuvres morales et mêlées, ou moralia, qui est l'autre grand versant de son œuvre. Alors, ça va nous donner un Montaigne qui est curieux de tout, évidemment, qui s'ouvre au grand monde, hein, au monde tel qu'il va, et on va le voir assez bien dans une autre œuvre qui fait pendant aux essais, qui viennent les compléter, mais qui n'a pas du tout la même histoire, parce que le manuscrit en fut retrouvé dans un coffre du château de Saint-Michel de Montaigne par un obscur abbé du Périgord, érudit, qui le donna à un imprimeur parisien, qui publia donc au XVIIIe siècle, soit presque 200 ans après sa conception, le journal de voyage en Italie. Bon, œuvre qui vraisemblablement était une sorte d'aide-mémoire pour Montaigne. On va voir que c'est plus compliqué que ça encore, mais en fait, qui n'avait pas vocation, c'est ça que je veux dire, à être vraisemblablement publié et qui nous installe à partir de là en passager clandestin, en quelque sorte, de sa lecture. En réalité, il est intéressant ce journal parce que ce n'est pas du tout une écriture méditative comme les essais ou réflexives, c'est une écriture de notation, un peu un journal de bord, si vous voulez, et qui en plus, non seulement est à deux langues, parce qu'il se met à parler italien quand il arrive en Italie, voilà, Montaigne a écrit en italien, mais encore davantage à deux voix, parce que le journal en question est commencé par un secrétaire, c'est-à-dire quelqu'un qui l'accompagne avec d'autres personnes nobles de sa suite et de son équipage, d'abord en Suisse, en Autriche, en Allemagne, en Italie.
ou pas dans ce sens-là d'ailleurs, mais et qui donc saisit Montaigne de l'extérieur. Et d'une certaine façon, c'est un témoignage très intéressant parce que, après tout, quand on parle de soi, on est toujours sujet à caution. Il y a plus d'objectivation, si vous voulez, quand c'est quelqu'un d'autre. Et voilà ce que le secrétaire dit de Montaigne en voyage. Je crois à la vérité que s'il eût été seul avec les siens, il va à Rome, il va en fait au bain de Toscane, à Lucques, pour se soigner de la maladie de la pierre qu'il a contractée quelques années avant et qui est un héritage malencontreux de son père qui s'appelait par hasard Pierre Équem. Bon, bref, enfin en attendant, qui dit Lucques dit aussi Rome, lieu de pèlerinage pour tout bon humaniste. Mais voilà, que s'il était seul avec les siens, il fût allé plutôt à Cracovie ou vers la Grèce par terre que de prendre le tour vers l'Italie. Mais le plaisir qu'il prenait à visiter les pays inconnus, lequel il trouvait si doux que d'en oublier la faiblesse de son âge et de sa santé, il ne le pouvait imprimer à nul de la troupe, chacun ne demandant que la retraite. Là où il avait accoutumé de dire qu'après avoir passé une nuit inquiète, quand au matin il venait à se souvenir qu'il avait à voir une ville ou une nouvelle contrée, il se levait avec désir et allégresse. Je ne le vis jamais moins las, ni moins se plaignant de ses douleurs, ayant l'esprit par chemin et en logis si tendu à ce qu'il rencontrait, et recherchant toute occasion d'entretenir les étrangers, que je crois que cela amusait son mal. Quand on se plaignait à lui de ce qu'il conduisait souvent la troupe par chemins divers et contrés, revenant souvent bien près d'où il était parti, ce qu'il faisait ou recevant l'avertissement de quelque chose digne de voir ou changeant d'avis selon les occasions, il répondait qu'il n'allait quant à lui en nul lieu que là où il se trouvait et qu'il ne pouvait faillir ni tordre sa voie, n'ayant nul projet que de se promener par des lieux inconnus, et pourvu qu'on ne le fît pas retomber sur même voie et revoir 2 fois même lieu, qu'il ne faisait nulle faute à son dessein. Il y a quand même un dessein, mais c'est un dessein sans but. Bon, souvenez-vous de la phrase de Pascal, non sans une confusion sans dessein. Autrement dit, la manière de voyager de Montaigne, à la manière de voyager de Montaigne, répond d'une certaine manière sa façon d'écrire, c'est-à-dire une sorte d'errance réfléchie, si j'ose dire. C'est-à-dire lâcher prise sur ce qui va venir à la pensée dans le prime-saut et le désordre de son apparition. C'est un projet, ça, malgré tout, mais c'est un projet assez inédit d'une certaine façon. Bon, il dira plus tard, dans un chapitre qui parlera de son voyage en Italie, le chapitre 9 du livre 3, qui s'intitule « De la vanité », qui est une magnifique méditation sur l'errance et sur la vanité qu'on a en nous. Ça, c'est un des traits que Pascal ne pourra pas supporter. C'est-à-dire que Montaigne, au lieu de dire vanitas vanitatum, il finit par accepter cette vanité d'homme. C'est là la grande différence, si vous voulez, entre le pari pascalien et l'acceptation montaignienne. Enfin, en attendant, il écrira « Il faut que j'aille de la plume comme des pieds ». Il y a un rapport très net entre sa manière de vivre et son livre, consubstantiel à son auteur, comme on l'a vu tout à l'heure. Bon, donc, eh bien, ouverture, arpentage, reconnaissance, si je puis dire, du monde dans sa diversité, ce qui induit une relativité des jugements, forcément, et une forme de redéfinition de l'homme et de l'humain, si l'on peut dire. Alors, borné justement par des espaces que Montaigne explore aussi, on va en prendre 2. Le cannibale d'abord, qui forcément interroge les contours de l'humain et de l'humanité, voire la controverse de Valadoïde, qui est antérieure à ce grand chapitre des cannibales, qui est écrit dès la première mouture, donc dans l'édition de 1580. Attendez, non, ça c'est la religion. Voilà. Or, je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage dans cette nation, parce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai, il semble que nous n'avons aucune autre point de mire de la vérité et de la raison, que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli visage de toute chose. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature de soi et de son progrès ordinaire a produits. Ces nations me semblent donc ainsi barbares pour avoir reçu fort peu de façons de l'esprit humain et être encore fort voisines de leur naïveté originelle. Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous qui les surpassons en toutes sortes de barbaries. Et Montaigne pense évidemment aux atrocités des guerres de religion. Bon. Donc, là encore, un chapitre qui se construit selon un paradoxe, barbare civilisé, relativisation du terme avec cette espèce
d'équation, si vous voulez, ou d'équation qui se crée entre barbare, sauvage, naturel, hein, en fait. Et puis retournement en fin de chapitre pour montrer que finalement, on ferait bien de se regarder un peu parce qu'on est plus barbare qu'eux. Et puis eux, en fait, leur cannibalisme, voilà, ce n'est pas comme on pense pour s'en nourrir de l'autre, ainsi que faisaient anciennement les Scythes, c'est pour représenter une extrême vengeance. Et il ira jusqu'à montrer que finalement, ça relève d'une coutume culturelle, hein, bien plus que d'une sauvagerie naturelle. Donc, déjà, évidemment, Montaigne est l'inventeur du mythe du bon sauvage moderne, si l'on peut dire. Il y avait d'autres figures dans l'Antiquité, mais disons que dans les lettres modernes françaises, il fournit vraiment une pièce importante et les Lumières se retrouvent assez volontiers dans ce texte. Deuxième exemple, l'animal, maintenant. Quand je me joue à ma chatte, c'est dans l'Apologie de Raymond Sebon, le très gros chapitre du livre 2, 250 pages dans les éditions courantes, hein, c'est une sorte d'excroissance, parce que c'est le chapitre sans doute le plus philosophique au sens doctrinal, hein, des essais. Quand je me joue à ma chatte, quand je joue avec mon chat, qui sait si elle passe son temps de moi plus que je ne fais d'elle? Et voilà partie toute une entreprise de relativisation, là encore, hein, qui passe par des formules comme « je gagnerai aisément ce que je maintiens ordinairement », qu'il se trouve plus de différence de tel homme à tel homme que de tel animal à tel homme, et puis des formules que du coup on doit relire. Il nous faut abêtir pour nous assagir, toujours dans l'Apologie. Normalement, ça c'est une formule, si vous voulez, d'inspiration paulinienne, du christianisme de Saint Paul, catholicisme de Saint Paul. Bon, assez radical, qui voit la misère de l'homme et le fait que finalement il faut revenir à un état premier pour s'assagir. Mais abêtir prend tout son sens dès lors que l'on voit que la bête, un peu comme le cannibale, est beaucoup plus finalement en prise avec la nature que nous et à ce titre beaucoup moins pervertie. Et on passe à partir de là à quelque chose qui est très neuf et qui résonne dans notre contemporanéité directe, hein, c'est-à-dire eh bien, cette espèce de réconciliation avec les créatures, que l'on trouve dans un autre chapitre, qui est le chapitre 11 du livre 2, juste avant l'Apologie de la cruauté. Nature a ce cringe, elle-même attache à l'homme quelques instincts à l'inhumanité. Quand tout cela en serait à dire, s'y a-t-il, toujours est-il qu'il y a un certain respect qui nous attache et un certain devoir d'humanité, non aux bêtes seulement qui ont vie et sentiment, mais aux arbres même et aux plantes. Nous devons la justice aux hommes et la grâce et la bénignité aux autres créatures qui en peuvent être capables. Il y a quelques commerces entre elles et nous et quelques obligations mutuelles. En réalité, il existait un principe antique, hein, qui s'appelait l'oikeiosis, qui signifiait l'apparentement entre les créatures et les communautés du vivant. Bon, Montaigne retrouve cela. Il parle de cousinage entre nous et les bêtes, hein, et en vient finalement à revaloriser, comme il avait fait pour le cannibale, l'animal, pour faire le procès finalement de l'homme qui se trouve ainsi redéfini. Pour ce qui est maintenant, toujours dans notre troisième temps sur le problème de l'homme, ou décrire l'homme comme problème, la question de Dieu. Pour quelqu'un qui reste comme ça à fleur de sol, si j'ose dire, hein, à fleur de terre, malgré tout, la question de Dieu pose problème, ne serait-ce que parce qu'on est, Lucien Febvre l'a dit dans La religion de Rabelais il y a bien longtemps, dans un siècle qui veut croire. C'est-à-dire qu'il serait difficile, bien qu'on le lira comme ça un peu plus tard, de voir dans Montaigne un athée. Il va mourir très chrétiennement, il n'a jamais particulièrement été iconoclaste ou blasphématoire. Et puis surtout, la religion, si vous voulez, au moins chrétienne, est l'horizon indépassable des gens de ce temps-là. Ça, c'était la thèse de Febvre, pour dire que finalement, l'athéisme, c'est après. C'est au moment en particulier de l'élaboration du modèle mécanique, hein, du modèle un peu, disons, de l'aléatoire, avec Pascal, avec la métrie, les probabilités, etc., soit le XVIIe siècle, et le libertinage érudit, mais qui va s'emparer de Montaigne pour justement trouver un socle. Or, malgré tout, Montaigne reste chrétien. Simplement, son christianisme est tendancieux. Pascal écrit, là encore, deux petits fragments à un moment des pensées. Montaigne contre les miracles, Montaigne pour les miracles. Qu'est-ce que c'est que ce Montaigne qui ne tranche pas? Bon, et effectivement, la question de Dieu est un peu problématique dans les essais. C'est à la fois, pour l'apologie de Raymond Sebon, ce long chapitre en sa fin, ce dont finalement on ne peut pas parler parce que notre langage humain n'est pas capable, il est imparfait pour traiter des questions de Dieu, de la question de Dieu. Et en même temps, la religion reste un fait proche de la coutume.
et à ce titre, passible de relativisation. Tout cela, c'est un signe très évident que nous ne recevons notre religion qu'à notre façon et par nos mains, et non autrement que comme les autres religions se reçoivent. Nous nous sommes rencontrés par hasard au pays où elle était en usage, où nous regardons son ancienneté, ou l'autorité des hommes qui l'ont maintenue, ou craignons les menaces qu'elle attache aux mécréants en suivant ses promesses. Ces considérations-là doivent être employées à notre créance, mais comme subsidiaires. Ce sont liaisons humaines, toutes simples. Une autre région, d'autres témoins, pareilles promesses et menaces, nous pourraient imprimer par même voie une croyance contraire. Et l'addition de 88. Nous sommes chrétiens, à même titre que nous sommes ou périgourdins ou allemands. Cela conduit à une forme de sécularisation ou d'anthropologisation de la croyance. Je vous renvoie à l'excellent livre de Frédéric Brahami, Le travail du scepticisme, Montaigne, Bayle, Hume, où il montre justement, sans anachronisme, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est, en vertu même de cette manière de pousser à bout, si vous voulez, c'est ça que j'essaie de dire, des traits présents dans l'humanisme, eh bien, on aboutit à quelque chose comme la préhistoire de ce qui va venir après. Mais là, on le sait, nous, parce qu'on vient après, mais d'une certaine façon, j'essaie de me replonger autant que possible en ce temps-là pour montrer comment, en travaillant les données de l'intérieur, on aboutit à quelque chose qui va forcément déboucher sur ce qu'on connaît aujourd'hui. Bref, une croyance un peu laïcisée, privée en tout cas de son socle vraiment transcendant, et c'est renforcé par le traitement que Montaigne réserve à l'imagination. Voyez par exemple le chapitre de la force de l'imagination, chapitre 21 du livre 1, addition manuscrite. Il parle de sa méthode, comme souvent. Advenu ou non advenu, à Paris ou à Rome, à Jean ou à Pierre, c'est toujours un tour de l'humaine capacité duquel je suis utilement avisé par ce récit. Un mouvement un peu analogue s'observera dans un des chapitres qui fait pendant à celui-ci thématiquement. Montaigne signale que ces chapitres se regardent d'une vue oblique d'une édition ou d'un livre à un autre. Et de fait, il y a des apparentements, on parlait des cannibales tout à l'heure, il est souvent lié dans le secondaire avec le chapitre 6 du livre 3 d'Écoche, qui parle du massacre des Amérindiens. Bon. De la même manière, ce chapitre 1.21 de la force de l'imagination, ce chapitre va faire écho à un grand chapitre du livre 3 qui s'appelle Des boiteux, chapitre 11 du livre 3, où il attaque le problème de la chasse aux sorcières. Retenons bien ça d'ailleurs parce que réquisitoire sévère contre les conquistadors, 3.6 d'Écoche, une certaine sévérité à l'égard des démonologues, parce que finalement, on ne sait pas plus que la marque est diabolique, qu'on dirait le contraire, donc à ce tarif-là, on ne fait pas brûler les gens, c'est son arme, Montaigne, alors qu'on brûle à tour de bras dans la région de Guyenne, en ce temps-là, et depuis fort longtemps dans nos pays. Bon. Et justement, quelle va être aussi sa méthode? C'est de dire qu'au fond, eh bien, le miracle, Montaigne pour les miracles, Montaigne contre les miracles, c'est moins la stigmate sur le corps de cette pauvre fille que les gens qui en ont parlé. C'est-à-dire qu'il fait le procès de la rumeur. Le procès de la rumeur, toujours la croyance, encore une fois, mais vous voyez comment elle se sécularise. Et ce chapitre est passionnant parce qu'il montre comment, réfléchissant sur le problème de la boiterie, vous allez voir d'où ça part, et ça pourtant c'est la fin, et on va voir d'où est parti le chapitre, il réfléchit sur le fait que finalement, la propagation de la rumeur, qui peut donner des choses épouvantables. Le chapitre se finit comme ça, après avoir traité justement des questions des démonologues et des enchantements, à propos ou hors de propos, il n'importe, je ne sais pas bien si c'est... On dit en Italie en commun proverbe que celui-là ne connaît pas Vénus en sa parfaite douceur qui n'a couché avec la boiteuse. Bon. La fortune ou quelque particulier accident ont mis il y a longtemps ce mot à la bouche du peuple. Ces exemples ne servent-ils pas à ce que je disais au commencement, que nos raisons anticipent souvent les faits et ont l'étendue de leur juridiction si infinie, etc. Outre la flexibilité de notre invention, à forger des raisons à toutes sortes de songes, notre imagination se trouve pareillement facile à recevoir les impressions de la fausseté par bien frivole apparence, car par la seule autorité de l'usage ancien et public de ce mot, je me suis autrefois fait croire avoir reçu plus de plaisir d'une femme de ce qu'elle n'était pas droite et mis cela en recette de ses grâces. Donc Montaigne a été lui-même victime de la propagation de la rumeur et au fond, ce n'est pas bien si ce plaisir venait de la boiteuse ou de l'image qu'il en avait, qu'on lui avait mis dans la tête. Vous voyez comment, d'ailleurs, du coup, l'individu de la commune sorte rejoint une enquête sur l'homme, plus généralement,
croyance de Montaigne, croyance du peuple, croyance des démonologues. Bon, voilà les croisements qui s'organisent. Je termine là, le plus vite possible par mon affaire de scepticisme et vérité. Ça peut paraître d'ailleurs un peu contradictoire. On a les hypothèses pyrrhoniennes, là, j'en suis bien heureux, parce que justement, c'est un des livres majeurs de ce temps-là. Un des livres majeurs de ce temps-là. Alors, le pyrrhonisme, on avait parlé du platonisme et un peu du stoïcisme, va être reçu lui aussi d'une manière un peu fragmentaire en Europe. Ça commence par justement les vies et doctrines des philosophes illustres, et notamment la vie de Pyrrhon par Diogène Laërce, qui va être édité en latin et traduit en Italie, sous l'égide en particulier, sous l'auspice d'un nommé Ambroise Traversari, bon, un moine italien. Rabelais s'en empare assez rapidement de la figure du schème pyrrhonien, si j'ose dire. Il va en faire un personnage délicieux du tiers-livre qui s'appelle Trouille aux gants. Il y a la trouille dedans, il a peur de tout. Et donc, il tourne un peu en dérision ce qu'on appelle les phonae scepticae du pyrrhonisme, c'est-à-dire les mots sceptiques. Au fond, les pyrrhoniens avaient toute une batterie de termes qui faisaient que face à une représentation, eh bien, ils opposaient l'opinion contraire, la représentation contraire, pour maintenir le doute qui est ataraxie de l'âme. Encore une fois, comme toujours, ou comme bien souvent, une philosophie antique n'est pas une espèce de manière de comprendre le monde. C'est avant tout une alliance, si vous voulez, de cette compréhension avec une répercussion sur le sujet au nom de l'équilibre de son âme. Voir les travaux de Pierre Hadot en particulier, qu'est-ce que la philosophie antique? Bref, ce pyrrhonisme, il fait irruption dans le paysage européen et il rencontre assez naturellement le doute qui a monté peu à peu dans le paysage, lié en particulier aux hésitations confessionnelles. On ne sait plus, c'est vraiment le cas de le dire, à quel saint se vouer. Non seulement il y a les réformés, dans les réformés, il y a plusieurs orientations, il y a le catholicisme romain, puis il y a les évangélistes qui sont un peu au milieu. Bon, toutes sortes de croyances possibles. Et c'est pourquoi, vraisemblablement, le temps reçoit aussi bien les textes de Sextus Empiricus, qui parlent en fait de la doctrine de son maître, son prédécesseur, Pyrrhon, qui lui n'a jamais rien écrit. Bon. Alors, Montaigne va lire les hypotyposes probablement vers 74-75, c'est-à-dire au moment où il a déjà commencé sans doute ses premiers chapitres, ça on ne peut pas le savoir. On ne peut pas faire une sorte de génétique, si vous voulez, des premiers textes en raison de ce que je vous dis, du brouillage que produit l'édition, forcément, de l'indivisibilité qu'elle produit de ces jalons. Bon, enfin, en attendant, il lit probablement cela là parce qu'on sait qu'il va se représenter son effigie sur un jeton, une médaille, et de l'autre côté, une balance avec une devise qui est restée célèbre. Deuxième citation. « Je vois les philosophes pyrrhoniens qui ne peuvent exprimer leur générale conception en aucune manière de parler, car il leur faudrait un nouveau langage. Le nôtre est tout formé de propositions affirmatives qui leur sont du tout ennemies. De façon que quand ils disent « je doute », on les tient immédiatement à la gorge pour leur faire avouer qu'au moins assurent-ils et savent-ils cela qu'ils doutent. Cette fantaisie est plus sûrement conçue par interrogation. Que sais-je, comme je l'apporte à la devise d'une balance. » Alors en fait, on va insister sur cette citation. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que vraisemblablement, le pyrrhonisme comme philosophie est venu rencontrer l'idée de l'essai. C'est-à-dire qu'il avait certainement en tête ce projet qu'il était en train de faire, et puis d'un seul coup, il y a une espèce de corpus qui est arrivé là, comme un socle philosophique qui viendrait entériner quelque chose. C'est comme ça qu'il lit les auteurs. Vous voyez ce qu'il écrira tardivement. « Mes mœurs sont naturelles. Je n'ai point appelé à les bâtir le secours d'aucune discipline. Mais tout imbéciles qu'elles sont, quand l'envie m'a pris de les réciter et que pour les faire sortir en public un peu plus décemment, je me suis mis en devoir de les assister et de discours et d'exemples, ça a été merveille à moi-même de les rencontrer par cas d'aventure, conforme à tant d'exemples et discours philosophiques. » Alors encore, vous voyez une espèce d'inversion, ce n'est pas le discours qui va régir la vie, c'est la vie qui va se trouver d'un seul coup, un peu à l'aventure, conforme à ce qu'écrivent les livres. Bref, il y a peut-être quelque chose comme ça qui est arrivé avec le pyrrhonisme. Comme si finalement quelque chose de spontané, l'essai, une méthode qu'on a inventée soi-même, venait se trouver fondée en raison par une philosophie millénaire en quelque sorte, et sa réception. Alors, de quoi s'agit-il avec le que sais-je? Eh bien, il s'agit de se confronter à un des reproches majeurs qu'on a fait aux pyrrhoniens dès l'Antiquité. En fait, le pyrrhonisme est une machine de guerre.
Parce que l'idée, si vous voulez, que je développais tout à l'heure, qui consiste à opposer une représentation à une autre, de manière à ce qu'elle ne pèse pas plus ou malonne, pas plus l'une qu'une autre dans l'âme, c'est parce que, en fait, si jamais vous penchez, c'est là l'image de la balance, hein, pour une opinion, votre âme est affectée et vous pouvez souffrir. Bon, c'est une thérapeutique en même temps, hein, toujours. Il y a toujours ça à l'horizon. Ce que j'appelais une éthique tout à l'heure, au sens hellénistique du terme. Bref, travail d'opposition nécessaire qui vise à équilibrer et à maintenir l'âme en équilibre pour qu'elle atteigne l'ataraxie et qui est toujours à reprendre d'ailleurs dans le flux de l'existence. Voilà à peu près le schéma, très grossièrement. Mais alors, on leur a objecté quelque chose, notamment une des branches, la Nouvelle Académie, et Cicéron a repris ça aussi, c'est que quand vous dites « je doute », vous affirmez. C'est-à-dire que, et ça pouvait que plaire à Montaigne, hein, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'entorse fondamentale entre le contenu de l'énoncé et le mode d'énonciation. C'est-à-dire que finalement, la forme du propos venait démentir le contenu de ce propos. D'où son invention du « que sais-je ». C'est-à-dire pour contourner le caractère assertif de « je doute », il trouve la question « que sais-je ». Ça vaut comme emblème, comme mot d'ordre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des questions dans les essais. Mais, si vous voulez, le questionnement, ce que j'essaie de montrer depuis le départ en réalité, il est inscrit dans la nature même du texte, hein, dans la méthode comme le texte, et sans cesse à reprendre quelque chose en particulier pour ne pas laisser la pensée se figer en elle-même, vous voyez, se rasseoir en soi, c'est le cas de le dire. Bon. En fait, l'une des lignes de force des essais, probablement, ce sera d'essayer de trouver une écriture du pyrrhonisme qui soit cohérente. Et la subjectivisation du propos. Chez Sextus, on ne dit pas « je hein. », c'est un examen de ce qu'on appelle les tropes sceptiques en particulier, mais qui reste assez impersonnel. Subjectiviser à ce point-là le propos, dire « je » en permanence, ou « mes fantaisies », ou présenter tout comme « mes fantaisies », je reviendrai sur le mot « fantaisie » dans un instant, c'est une manière, malgré tout, de résoudre un peu cette aporie, puisque précisément, même ce qu'on asserte est comme mis entre parenthèses en raison de sa subjectivité. Ce n'est pas, c'est peut-être une assertion, mais une assertion douteuse, précisément. Vous voyez, c'est une possibilité. Il y en a bien d'autres. Hein. Il y a bien d'autres modalités de l'écriture des essais qui répondent à ça. En tout cas, l'inscription dans le temps est aussi une solution, ce qui donne une sorte d'autoportrait infini, hein. Comme le montre, d'ailleurs, comme le montrait notre phrase épigraphe là, rajoutée sur l'exemplaire de Bordeaux, « Viresque acquiritendo », et regardez donc ce que Montaigne écrit, là aussi assez tard, chapitre de l'expérience, ce n'est rien que faiblesse particulière qui nous fait contenter de ce que d'autres ou que nous-mêmes avons trouvé en cette chasse de connaissances. Un plus habile ne s'en contentera pas, il y a toujours place pour un suivant, oui, et pour nous-mêmes, un suivant, c'est-à-dire, oui, moi-même devenu un autre, là encore, ça érode quelque chose, c'est-à-dire le rapport entre propre et étranger, mais aussi entre auteur et lecteur, puisque Montaigne devient son propre lecteur, et route par ailleurs, il n'y a point fin en nos inquisitions, notre fin étant l'autre monde. Autoportrait infini, ça, mon dernier temps sera le suivant, qui n'a pas congédié, c'est là peut-être la surprise, la vérité de son panorama et de ses objectifs. Je disais tout à l'heure que on pourrait voir, je suggérais qu'on pourrait voir dans ce scepticisme quelque chose d'un peu mou finalement. Le relativisme, c'est bien, mais finalement, ça peut conduire aussi à une sorte de bien-pensance qui fait que de réponse de Normand, peut-être bien pris, peut-être bien non, Montaigne pour les miracles, Montaigne contre les miracles. Et on est à partir de là un peu surpris de constater ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Montaigne est parmi les auteurs de la Renaissance un des plus incisifs à l'encontre des puissances espagnoles, et puis il mouille aussi le maillot, parce que ça aurait pu être dangereux, contre les démonologues, Jean Bodin, qui n'est quand même pas n'importe qui, en tête, qui est un de ses contemporains, grand auteur et grand magistrat de cette époque. Bon, comme c'est bizarre, c'est un scepticisme qui pourtant balance, hein, des convictions de sceptique, pourrait-on dire, hein, avec tout le paradoxe qui est contenu là-dedans. C'est que justement, il y a un lien, chez Montaigne en tout cas, entre scepticisme et vérité qui est maintenu, à condition d'opérer une mutation dans la conception de la vérité.
le sceptique repose sur l'idée, enfin le scepticisme repose sur l'idée que, sur le plan, si vous voulez, ontologique et gnoséologique, nous n'avons pas de communication à l'être, comme dira Montaigne à la fin de l'Apologie, reprenant en fait une formule de Plutarque, mais qui est teintée de scepticisme. On n'a accès qu'à des représentations ou fantaisies. C'est pour ça qu'on a vu souvent le mot fantaisie. C'est un anticontinuisme. Dans la tradition aristotélicienne reprise par saint Thomas, en fait, si vous voulez, on voit, il y a les choses du monde, la perception, la représentation qu'on s'en fait, le discours qui s'en saisit, et donc une connaissance selon son contenu universel, ou au moins partagée, est possible. Les sceptiques, eux, ils disent que nous sommes tous enfermés dans nos représentations, dans nos fantaisies, si bien que, en fait, celui qui veut prétendre élever sa fantaisie à quelque chose de général, c'est un dogmatique, et celui-là, il est à abattre. D'où le fait que chez les sceptiques et chez Sextus, par-delà les hypotypos pyrrhoniennes, il y a bien de diatribes contre les grammairiens, les professeurs, les dogmatiques. Voilà. Bon. C'est donc une ontologie négative, mais c'est également une gnoséologie, une théorie de la connaissance négative. Alors, je dis ça parce que Montaigne est parfaitement cohérent par rapport à ça. On a vu tout à l'heure qu'il disait cette fantaisie est plus sûrement conçue par interrogation, que sais-je. C'est-à-dire que j'en ai pour 2 minutes, hein, j'ai fini. Je suis long, hein. Bon. Fantaisie, les coutumes de toutes sortes. Fantaisie, ce que dit le pyrrhonisme, mais fantaisie, ce que je dis moi aussi, Montaigne. Subjectivisation du propos, relativisation du propos. On reste cohérent. Ce qui n'empêche pas, ça sera vraiment mes derniers mots, ce seront mes derniers mots, eh bien, de formuler des choses d'une manière véhémente. Je ne serais pas si hardi à parler s'il m'appartenait d'en être cru. C'est une des phrases les plus profondes des essais, à mon avis. Je ne sais pas si téméraire dans mes jugements, si j'étais dans l'ordre de la croyance, c'est-à-dire du dogmatisme, au fond. En se délestant de cette espèce de poids dogmatique, on invente quelque chose à hauteur d'homme qui est tout sauf un ventre mou, si vous voulez, des opinions, qui peut permettre quelque chose d'extrêmement téméraire. En fait, le mot d'ordre était donné dès le départ, et j'en reviens en fait au point de départ. C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Finalement, une conception de la vérité va en remplacer une autre. Sur les ruines de la vérité objective, c'est-à-dire du rapport entre nos perceptions, les choses du monde et le discours, s'invente quelque chose comme une vérité contractuelle, qui fait que finalement, le livre de bonne foi, c'est au lecteur de l'apprécier. C'est-à-dire qu'au fond, si le rapport est maintenu entre scepticisme et vérité, c'est en vertu du pacte, dès le départ, qui gouvernait le recueil, où aussi Montaigne disait qu'il n'avait cherché ni son service ni sa gloire, brouillant par là même le contrat qui régit en général un livre de connaissances. Je te donne un service, tu me reconnaîtras et m'admireras. Là, ni l'un ni l'autre. Justement, c'est une sorte de contrat libre qui s'invente. Chacun peut y aller s'il veut, pourvu qu'il se reconnaisse ou non dans les fantaisies montaigniennes. Voilà. Bon, bref, je termine sur ça vraiment. C'est pour cela que mon vieux maître André Tournon, qui je rends hommage à sa mémoire pour terminer, avait une formule que le monde entier lui enviait, c'était le roi de la formule pour Montaigne, une philosophie sans doctrine. Ben, c'est exactement de cela qu'il s'agit. Voilà, merci beaucoup.